Tu sais, sinon, on fait pas de lancement. Sinon, on lance comme ça. On lance comme ça. C'est un peu à la Kian, il fait ça dans un bon moment. C'est vrai. Ouais. C'est vrai. Non, mais t'as raison, on va lancer ça comme ça. Et tu pourras expliquer après en voix off qu'on n'a pas... réussi. Ouais, qu'on n'a pas réussi à faire de lancement. J'ai toujours été frappé à l'idée que chaque personne était unique. Tout le monde a quelque chose à nous apprendre. Aussi, j'ai décidé d'aller à la rencontre de chacun pour discuter. Et chaque rencontre enrichissante a donné lieu à une interview inspirante. Bon, mais en tout cas, oui. Mathias, yes. Si on devait te présenter, oui. Tu aimerais qu'on le fasse comment? Parce que les gens ne te connaissent pas. Tout à fait. C'est une question que tu m'avais envoyée avant et à laquelle j'ai réfléchi parce que je pense que j'ai beaucoup évolué sur ma manière de répondre à cette question ces dernières années. Tu verras globalement, on va en parler, mais j'ai beaucoup évolué dernièrement. Voilà. Et du coup, je me suis dit, il y a quelques années de cela, tu vois, je t'aurais répondu, j'aimerais bien qu'on dise genre des qualités que j'ai, genre je suis intelligent, je suis machin, je suis truc. Et en fait, je me suis dit, présenter, ça sert en fait, c'est présenter quelqu'un à quelqu'un, ça sert en gros à passer la barrière de je te connais pas et de, en fait, c'est bon, tu peux... Ça brise la glace, ouais. Ouais, exact. Non, c'est pas briser la glace, c'est dire à la personne à qui tu présentes l'autre, il est cool, tu peux lui parler sans problème, tu vois ce que je veux dire? Oui. Et donc je me suis dit, moi, si je voudrais qu'on me présente aujourd'hui... Il est cool. Non, c'est un mec bien, ou c'est un homme bon, tu vois. Ouais, ah oui. Juste, c'est quelqu'un de bon, et donc tu peux y aller, et après, le reste de la conversation... Sauf si c'est genre un contexte professionnel, tu vois, un truc de... si je dois faire une mission de conseil pour quelqu'un, je voudrais dire, genre, il a telle compétence, ou bien si c'est un truc de musique, ou je sais pas quoi. Ouais. Ça dépend du contexte, mais si c'est en général, genre tu rencontres quelqu'un en soirée, genre comment je voudrais qu'on me présente, mais bien sûr personne ne fera jamais ça, c'est un homme bon, c'est un mec bien, en gros il n'y a pas de lézard, quoi. Tu peux y aller, et le reste de la rencontre se fera après, quoi. Quand tu dis que c'est un homme bon, parce que tu sais, personne ne dit ça, hein. Personne ne dit c'est un homme bon. J'avais pas écrit ça comme ça à la base. mais justement, pour toi, la bonté chez une personne, ce serait quoi? En fait, moi, j'avais dit à la base, je m'étais dit c'est un mec bien, mais mec bien, ça fait un peu trop, pas superficiel, mais... Bah, en fait, un homme bon, pour moi, c'est un homme qui veut le bien, qui cherche le bien. Bienveillant, voilà, ok, d'accord. Tout à fait, bienveillant, tout à fait. Okay. Mais personne dit bienveillant, c'est genre, oh, regarde, ouais, mais tu vois, bienveillant. Oui, mais tu vois, c'est important, parce que tout à fait. En gros, t'aimerais qu'on te présente, oui. Toi, tu te considères comme quelqu'un quand même de bienveillant. Et oui, j'essaye en tout cas. Ouais, ok. C'est un peu un des buts de ma vie, je pense. Ouais, depuis toujours Je sais pas. Je sais pas, non, je pense pas. Je pense que c'est un truc d'adulte, à mon avis, d'être bienveillant. Ouais. Mais il y a des gens, on dit, tu sais, depuis tout petit, t'es généreux, depuis tout petit... Je pense que je suis généreux depuis tout petit, ça oui. J'ai un tempérament joyeux, tu vois, mais je sais pas si j'ai une recherche du bien, tu vois, depuis que je suis tout petit. Je pense que c'est vraiment le passage à la philo, moi, qui m'a... Enfin, par la philo et après l'intériorisation de ces années-là aussi. Super transition, parce qu'on s'est connus en philo. Oui. Pourquoi tu avais choisi cette voie, toi? Moi, j'ai pas choisi, en fait. On t'a imposé d'aller en philo? Non, on m'a pas imposé. Mais on m'a dit, va là-bas, ça va te plaire. Je dis, ok. D'accord. Voilà, c'est mon père, il m'a dit ça. D'accord. En fait, quand j'étais en terminale, tu sais, moi, j'ai 4 grands frères. Ouais. Et une petite sœur. Et en fait, du coup, j'avais tous les exemples de ce que mes frères avaient fait. Ouais. J'ai mon frère aîné qui a fait médecine, comme papa. Et à l'époque, j'avais un peu du mal dans les relations avec mon frère aîné, donc je voulais pas faire la même chose que lui. Ensuite, j'avais mes 3 autres frères qui avaient fait ingénieur, et je voulais pas faire prépa, parce que ça avait l'air super chiant, et que j'étais un peu flemmard à l'époque. Et donc, du coup, je voulais pas aller en prépa. Et du coup, à l'époque, mon père prenait des cours de philo avec les Bernardins, à distance. Et les Bernardins, pour ceux qui ne connaissent pas, les Bernardins, c'est un centre à Paris. Tout à fait. De formation un peu pour tout le monde, en fait. Hein, oui, en vrai, c'est pour tout le monde. Il y a aussi, alors dans les mêmes lieux, il y a la formation des séminaristes du diocèse de Paris, c'est l'école cathédrale. Ouais. Et après, c'est un lieu de formation philosophique, théologique. Ouais, plutôt chrétien, justement. C'est plutôt chrétien, tout à fait, oui. Moi, je suis catholique, pratiquant, donc du coup, mes parents aussi. Et donc, mon père prenait des cours de philo. Et il aimait bien lancer des réflexions à la table, genre c'est quoi la morale, est-ce que éthique et morale c'est la même chose, c'est quoi la liberté, des trucs un peu classiques de philo. Mais moi j'aimais bien parler. Pas classique dans les repas de famille. C'est-à-dire que personne ne fait ça. Tu connais mes parents? Oui. Voilà. Oui, de fait. Ça m'étonne pas d'eux. Voilà, tout à fait. C'est clair. Et donc du coup, à l'époque, moi j'avais 15 ans, j'étais en terminale, 15-16 ans, ma terminale. Et donc je ne savais pas du tout ce que je voulais faire. J'étais assez flemmard à l'époque, il faut se le dire.
Et c'est-à-dire que du coup, à l'époque, tu vois, je voulais être juge parce que je pouvais être assis. Non, c'est vrai. Je t'assure. C'est ça l'argument? C'est la catastrophe. Non, mais attends. Là, je voulais faire du droit, tu vois, parce que je trouvais ça cool, genre d'être avocat, machin, et magistrat. En fait, je m'avais dit, le truc d'avocat. Mais avocat, t'es debout, quoi. Avocat, ça m'attire pas mal. Après, je me suis dit, au-dessus d'avocat, il y a magistrat. Ouais. Et entre magistrat, t'as procureur et juge, t'en as un qui est assis, donc c'est plus stylé. Je voulais être juge. Parce que Oh mon assis. Dieu. Voilà, donc, bon, j'ai bien changé depuis. Oui, Ouais. oui, tu ne vas pas être assis après. Non, tout à fait. Et du coup, j'avais regardé le droit et au final, bof. Mes parents m'avaient payé une prépa Sciences Po avec le CNED, parce qu'à l'époque, Sciences Po, c'était stylé. Et du coup, j'avais fait genre un devoir, j'avais eu 4, ça m'avait traumatisé. Ouais. Du coup, j'avais arrêté, je leur ai dit, je veux pas faire ça, de toute façon, c'est de la merde, machin, ça me plaît pas du tout. Et du coup, J'ai eu 4. mon père m'a dit, mais va faire l'IPC. Ouais. Tu vas voir, la philo, ça va te plaire. Donc j'ai dit, ok. Voilà. Sachant qu'à l'époque, je disais à tous mes potes, moi, je vais aller faire de la philo. Tu vas faire quoi après le bac? Tu sais, le truc que tu poses en terminale. Ouais. Moi, je vais aller faire de la philo. En plus, j'assumais pas du tout d'être vraiment catho à l'époque. Donc, je vais faire de la philo dans une petite école à Paris, machin. Du coup, tout le monde disait, ouais, tu vas fumer des joints et tout. Je dis, ouais, carrément. Je suis exactement Mais ça. tout à fait. Tout à fait. Et du coup, j'y suis allé en disant, ok, papa, je fais confiance, tu vois. Et je suis arrivé à la session de pré-rentrée de l'IPC à Rezé à l'époque. Et il y a la conférence introductive du doyen qui dit en gros la philo c'est 2 questions, c'est qu'est-ce que c'est et pourquoi. Et en fait je me suis dit bah ok c'est bon, je suis chez moi quoi. C'est vraiment. Ouais. Je me souviens très bien d'être sorti le soir de cette conférence en me disant tu vois intérieurement mais c'est incroyable, c'est vraiment je suis à ma place quoi. Ouais. Et de fait tu connais la passion que j'ai encore 15 ans après pour la philosophie aujourd'hui. Et du coup en fait je dirais que le vrai choix de la philo ça a été entre la 3e année et le M1. Quand j'ai choisi de continuer après, je savais d'ores et déjà que prof c'était vite fait tu vois. Mais en fait, je me suis dit, là, pour le coup, j'aime tellement ça que je veux donner une chance et je veux profiter encore un an, je veux refaire encore un an de ça. Bon, après la Sorbonne, ça a été... donc justement, Sorbonne, bon, on y reviendra, oui, on y reviendra après. Donc je te disais, en gros, le vrai choix de la philo, ça a été entre ma L3 et mon M1, pour le coup. Okay. Là, j'ai choisi consciemment de me dire, ok, c'est un truc que j'adore faire de ma vie et j'ai envie de continuer à faire ça pendant au moins un an de plus. Okay. Voilà. Et après, on verra pour trouver un boulot, etc. Mais j'avais envie de continuer ça pendant un an de plus, quoi. Que pour moi, la philo, en gros, c'était tu t'assois, tu ouvres ton intelligence à fond et tu reçois des trucs, quoi. Et c'est incroyable. Et ça a changé ta vie, toi, ou pas? Ah oui, ça a changé ma vie. J'ai mis, je pense, du temps à m'en rendre compte, peut-être. Alors, ça a changé ma vie sur plusieurs aspects. Si on distingue, en gros, tu as le pratico-pratique. J'ai rencontré ma femme là-bas. Ouais. J'ai rencontré mes meilleurs amis là-bas. Et tout notre groupe d'amis qu'on a ensemble là-bas, parce qu'on se connaît très bien avec François-Marie. Et du coup, ça a pratiquement changé ma vie. Y a, dans les relations et tout ça. Ouais. 3 des 4 parrains et marraines de mes enfants sont des IPC1. Ouais. Tous mes témoins de mariage sont des IPC1. Et ma femme, c'est pareil. C'est une secte? Un petit peu. Non, c'est une école. Pas du tout, c'est une école. En vrai, c'est une petite école. Donc, tu vois, je rencontre un peu la même chose aujourd'hui dans mes nouvelles études là. Et après, d'un point de vue, je sais pas, j'ai pas envie de dire regard sur le monde parce que c'est très galvaudé comme terme. Ouais. Mais je pense que ça change ta manière de penser. Ça, c'est sûr. En gros, quand tu passes 4 ans de ta vie à faire quelque chose, t'es meilleur. Tu vois, tu apprends le métier d'électricien, tu y passes 3 ans ou je sais pas combien d'années, mais à la fin, t'es électricien et tu connais mieux que quelqu'un qui a lu ça, qui a lu un bouquin d'électricité ou quelque chose. Ouais. Ben, il se trouve que la philosophie, et encore plus celle qu'on pratique à l'IPC, c'est apprendre à penser et à réfléchir. Donc, de manière générale, je pense que les gens qui ont fait l'IPC sérieusement, en fait, ils savent mieux penser que les autres. Ouais, tu vois, ça fait très bizarre de le dire comme ça, parce que c'est pas forcément admis. Bah, c'est ce que j'allais dire. C'est pas plus intelligent, c'est juste mieux utiliser son intelligence et sa raison. C'est plus rapide, plus vif, plus. Non, c'est que en fait, penser, ça, t'es bien placé pour le savoir. Si on regarde toutes les autres vidéos de ta chaîne sur comment être plus intelligent, par exemple, en fait, la pensée, elle a des règles. Ouais. C'est un truc qu'on veut pas trop admettre aujourd'hui. Mais en fait, apprendre à réfléchir, ça s'apprend. Et quand tu passes 4 ans à apprendre les codes, entre guillemets, de la raison, et surtout à lire les gens qui ont le mieux le pensé dans l'histoire du monde, bah forcément, tu t'imprègnes un peu. Quand tu le fais sérieusement, parce qu'après, tu peux faire tes études en dilettante comme certaines personnes qu'on connaît, mais, ou bien comme tout étudiant, où tu travailles juste pour le diplôme. Mais quand tu le fais vraiment à fond, moi, je pense que d'une certaine manière, oui, c'est ça, tu penses mieux que les autres et tu utilises mieux ta pensée. Et du coup, ça, pour le coup, ça a changé ma vie. Tu vois, moi, j'utilisais beaucoup à l'époque, d'un peu après l'IPC, je disais qu'en fait, la philosophie, pour moi, c'est comme observer une ville depuis une montagne ou une colline. C'est-à-dire que tu connais chaque quartier de la ville de loin, dans leur globalité, et du coup, ça te permet de te redéployer après dans chaque quartier. Il suffit juste d'apprendre la technique et après, le reste, ça roule. En fait. Parce que tu connais. En fait, tu as déjà cartographié en gros, le domaine que ton intelligence est capable de s'adapter à chaque type de raisonnement. Quoi. Tant qu'il est un tant soit peu fondé sur le réel.
Oui. C'est pour ça que j'ai énormément de mal avec la finance de marché, par exemple, tu vois, parce que c'est complètement déconnecté de la réalité. D'accord. C'est un des seuls trucs que je ne comprends pas. De fait. Voilà. Et du coup, tu vois, Jean-Baptiste, qu'on connaît tous les deux, à chaque fois qu'il m'explique, je comprends. En fait, c'est trop déconnecté de la réalité pour moi. Ouais. Toi, tu as sauté une classe. Oui, parce que tu disais que tu avais 15 ans, 15-16 ans quand tu as eu ton bac. Oui. Et comment tu l'as vécu, ça? Parce qu'on dit, il y a beaucoup d'expériences paradoxales. Enfin, c'est-à-dire, il y a des gens qui ont adoré le fait de sauter des classes et c'est exactement ce qu'il fallait pour eux. Oui. T'en as certains, en fait, ils le regrettent toute leur vie parce qu'ils se sont sentis en décalage longtemps, quoi. Oui, de fait, moi, toute ma vie, je voulais être grand. Voilà. C'était mon but dans la vie. Quand j'étais petit, c'était d'être grand. Tu vois, j'avais que des grands frères, donc je voulais être grand. Voilà, c'était comme ça. Donc du coup, sauter une classe, pour moi, ça a été un peu un accomplissement. Pas forcément un accomplissement. Tu vois, je te dirais que je me souviens pas très bien de pourquoi on m'a fait sauter une classe et du moment où c'est arrivé. Je me souviens très bien de mon arrivée dans ma nouvelle classe. En gros, moi, j'ai fait 2 classes en une année. J'ai fait CE1, CE2 dans la même année. Et donc, j'ai changé en février. Et je me souviens très bien de mon arrivée dans ma nouvelle classe, où je suis tombé sur une vieille prof 68arde qui a pris sa retraite un an après, qui avait les cheveux rouges et qui détestait les passages de classe, et qui du coup m'a pourri la gueule quand je suis arrivé. Elle était horrible, Madame Hérault, si vous nous regardez. On ne regardera sûrement pas. On va peut-être biper son nom d'ailleurs au montage. Oui, c'est possible. Parce que sinon... personne ne sait où c'était. Oui, et personne ne sait comment ça s'écrit d'ailleurs. C'est vrai, tout à fait. Et tu vois, en fait, elle partait du principe que je savais les trucs qu'ils avaient appris avant quand j'étais pas là. Ah oui. Donc en gros, elle m'interrogeait et je devais savoir, et du coup, elle me défonçait parce que je ne savais pas. Si tu as sauté des classes, c'est qu'a priori, tu savais. Bah oui et non, du coup, c'est ça qui est fou. Genre, en CE1, tu vois, CE2, c'est là où tu fais les multiplications. En tout cas, à l'époque, c'est là où tu faisais les multiplications. Et on faisait les textes à trous. Ouais. Alors en CE1, on faisait pas ça. Ouais. Et du coup, moi, j'arrivais, elle m'interrogeait sur des textes à trous, je devais compléter les mots, et sur des multiplications, je n'avais jamais vu ça de ma vie. Et du coup, je sortais en chiale de l'école, en disant « Ah, elle est méchante avec moi, c'est dur, machin ». Mais, donc ça, c'est mon cas personnel. Après, c'est difficile de répondre de est-ce que je l'ai bien vécu ou pas, dans le sens où j'avais 6 ans. Non, pas le sautage de classe. Oui, mais donc c'est le fait que tu arrives... parce que, mine de rien, au début de la vie humaine, 1 an de décalage, ça peut être perçu par les autres comme beaucoup, ça peut être perçu par soi-même comme beaucoup. Je sais pas, tu vois, quand tu dis à quelqu'un, voilà, j'ai passé mon bac à 15 ans... oui, en plus, moi, surtout que j'ai sauté une classe et je suis de fin d'année en plus. Oui. Donc j'ai presque 2 ans d'avance. Oui, c'est ça. Donc j'ai perdu aujourd'hui pour différentes raisons, mais je sais pas, moi, comme je te dis, en fait, j'ai toujours été avec des plus grands à la maison. Tu vois, j'ai 4 grands frères. Donc j'ai toujours été avec mon frère aîné, il a 10 ans de plus que moi. Oui, toi, et je traînais beaucoup avec mon frère qui a 2 ans de plus que moi, en tout cas quand on était petit. Et les 2 autres, surtout du dessus, qui ont respectivement 4 et 7 ans de plus que moi. Et donc du coup, en fait, j'étais toujours avec des plus grands. Donc pour moi, c'était presque naturel. Et de fait, ce côté d'être avec des gens plus grands, ça m'a imprégné en fait toujours. Et pendant très longtemps, j'aimais pas être avec des gens de mon âge. Ouais. Tu vois, tous mes amis aujourd'hui, mes vrais amis, sont tous plus âgés que moi quasiment. Sauter une classe, pour moi, c'est ni une bonne ni une mauvaise chose. C'est que c'est toujours très dépendant de l'enfant. Il y a eu une mode à l'époque de faire sauter les classes. Ensuite, il y a eu une mode de ne plus faire sauter les classes. De manière générale, et je crois que c'est un peu ce qui se dit aujourd'hui, mais alors moi, je ne suis pas psychologue du développement ou pas un professionnel de l'éducation. Mon avis, c'est que ce n'est pas forcément la meilleure solution que de changer un enfant brutalement d'environnement. En tout cas, en cours d'année, comme moi, je l'ai fait. La meilleure des solutions, ça serait justement de prendre le temps avec l'enfant, de s'adapter, voir pourquoi il est chiant en classe, ou il s'ennuie, machin. Après, on sait très bien que dans le monde réel, c'est souvent pas possible, parce que tu as des classes où tu as 27 enfants, et que tu es tout seul ou 2, et que c'est compliqué. Dans le monde réel, c'est compliqué. C'est sûrement la solution idéale. Mais bon, du coup, si on pouvait le faire sans faire sauter de classe, je pense que ça serait mieux. Moi, je parlais pour toi. Hein. Pour moi, je sais, moi en fait ça fait partie de ma vie maintenant, donc je ne saurais pas te dire si c'était une bonne chose ou une mauvaise chose. Je pense que si je l'avais, en tout cas ce qui est sûr c'est que si je l'avais pas fait, j'aurais pas eu la vie que j'ai eue, j'aurais pas rencontré les personnes que j'ai rencontrées, qui sont devenues mes amis aujourd'hui, toutes les personnes qui me sont proches. Donc pour moi je vais dire que c'est une bonne chose avec le recul. Voilà, c'est tout ce que je peux te dire. Après ce qui est sûr c'est que ça m'a pénalisé à des moments, notamment quand j'ai commencé mes études, que j'étais mineur. Que je pouvais pas boire d'alcool et tout, je me faisais recaler en boîte ou dans les bars, c'était chiant, franchement c'était chiant. Genre
T'es assis, t'as 10 potes, on va prendre une bière, une pinte, je peux voir votre carte d'identité, bon, un coca. Allez. Ça m'est arrivé quelques fois, franchement, c'est relou. Bah, surtout que t'as pas une tête très... Bah non, maintenant j'ai de la barbe, voilà, donc ça va. c'est ça. Mais voilà, disons que quand j'avais ma ima- barbe, on me donne 10 ans de moins, quoi. C'est Donc ça, un peu compliqué. Voire 20 ans de moins. Ouais, voilà, c'est ça, une tête de poupon. Ouais, un petit peu. T'es HPI. Oui. Diagnostiqué officiellement, j'ai le papier qui le... Mais justement, ça me frappe toujours parce que souvent, il y a beaucoup de personnes qui nous en parlent. Oui, qui disent, tout à voilà, fait. moi, je crois que je suis HPI, machin, Oui. machin. Alors, pour ceux qui ne savent pas, HPI, c'est l'abréviation de haut potentiel intellectuel. Oui, tout à fait. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire haut potentiel intellectuel. Et en gros, ça veut dire que tu as une courbe du quotient intellectuel qui est qui est une forme d'intelligence, on va dire, c'est les capacités cognitives de la personne. Ouais. Donc c'est pas du tout la partie relationnelle, parce que tout le monde te dira que l'intelligence, il y a plusieurs dimensions, Oui, bien sûr. machin, ce qui est très vrai. Après, pour moi, ça c'est une définition plus conséquentialiste de l'intelligence que voilà. Mais en gros, ça mesure les capacités cognitives de la personne, Oui. le QI. Et donc, Alors, t'as une capacité courbe cognitive, donc la capacité d'apprentissage, de connaissance, de ce genre de choses. de connaissances. Franchement, je ne saurais pas trop te définir. Enfin, j'allais demander à mon épouse. Mais en gros, oui, c'est vraiment, c'est un peu pour moi les. Ouais, c'est ça, c'est la rapidité de l'intelligence, la capacité à faire des liens beaucoup, Ouais. la capacité d'apprentissage, la mémoire. C'est tout ce qui va en gros, pour moi, c'est peut-être totalement faux ce que je dis, mais pour moi, c'est ce qui est lié à la performance intellectuelle. Oui, d'accord. Voilà. Ok. Et en gros, tu as la population qui est répartie sur une courbe qui forme ce qu'on appelle une courbe de Gauss, donc la loi normale, où en gros, la moyenne est au milieu, et plus on s'éloigne de la moyenne, moins il y a de monde. Et en gros, le QI, enfin les hauts potentiels intellectuels, c'est ceux qui se situent tout à droite de la courbe, et donc c'est au-delà de 130 de QI, et c'est en gros 2% de la population. Mais j'ai l'impression qu'il y a un nombre énorme de personnes qui se disent HPI. Oui, ça c'est possible, c'est très à la mode aujourd'hui. Ouais, mais ça vient flinguer la courbe de Gauss. Enfin, je veux dire. Bah non, parce que pour être. En fait, c'est comme. T'as plein de gens qui vont dire qu'ils ont mal au genou parce qu'ils ont de l'arthrose, mais les gens qui ont vraiment de l'arthrose, ils sont beaucoup moins. Mais c'est un handicap ou pas, HPI? Je sais pas si c'est formellement reconnu comme handicap. En fait, moi je te dis ça parce que moi, quand j'étais directeur de la licence, en gros, les personnes qui arrivaient et qui disaient qu'elles étaient HPI, c'était pas pour me dire, vous inquiétez pas, les études ça va vachement bien se passer, quoi. Oui, c'était, en gros, ça va être pénible et il me faut des aménagements, il me faut des choses. Ah oui, c'est vrai. Ouais, bien sûr. Ouais. Ok, ça m'intéresse. Ok, d'accord, ça m'intrigue. Parce que c'était souvent lié en plus à des troubles de l'attention, à des. Oui, c'est vrai que c'est souvent lié. Après, pour être HPI, il y a un diagnostic officiel qui doit être posé par un professionnel de la santé qui est un neuropsychologue, qui te fait passer un test qui, pour les adultes, c'est le WISC-4, et pour les enfants, c'est le WISC-5, je crois maintenant. Et en gros, c'est un test, ça dure à peu près 3 heures, le bilan. Et à la fin, elle calcule ton score. Tu as 4 catégories avec plein d'items dedans. Et à la fin, ça te donne un score de QI. Si tu as plus que 130, tu es HPI. Voilà, c'est comme ça. En fait, c'est factuel, quoi. C'est une mesure. C'est une mesure de science. C'est scientifique, quoi. Voilà, ça se base sur plein de trucs derrière. Mais donc, c'est pas parce que le mec il te dit ah ouais, moi je suis en décalage, donc je pense que je suis un peu HPI. C'est comme tu sais, tous les parents d'enfants qui vont à les instituts en disant l'enfant il est surdoué. Il est TDAH ou il est surdoué. Non, il est juste casse-couille. En fait, non. Voilà, il n'est pas très bien éduqué ou ce genre de choses. Être HPI, c'est en gros, c'est plein de trucs, c'est un peu un spectre d'une certaine manière, mais t'en as autant que de personnes, de types différents, mais tu as un peu des grandes tendances, quoi. Tu as le fait, souvent, ça s'accompagne d'une hypersensibilité émotionnelle et sensitive, d'une grande intuition généralement. Le fait de se sentir un peu en décalage avec ou même complètement en décalage avec les autres. Souvent d'avoir un peu de mal avec les relations humaines parce que justement tu es trop en décalage ou tu comprends pas trop ce qui se passe, ce que les autres pensent et tout. En tout cas moi c'est comme ça que je le vis. Et donc est-ce que c'est ça être HPI. C'est un peu j'y connais rien en fait, c'est pour ça, mais de l'autisme. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Je sais pas, je pense que c'est très différent. Après je pense que ça peut être corrélé à mon avis. Parce que hypersensibilité, forte intuition, je veux dire, incapacité relationnelle plus ou moins importante. Oui, mais là, toi, tu penses aux autistes de haut niveau, les Asperger, parce que les autistes, tu as des personnes qui bossent avec les autistes. Il y a des troubles autistiques qui... Ah oui, mais la plupart, t'en as plein qui parlent même pas, tu vois. Oui, c'est vrai. Non, c'est vrai, t'as raison. Le spectre de l'autisme, c'est hyper large. Donc, tout ça pour dire que moi, tu vois, par exemple, je me suis senti en décalage toute ma vie avec les gens. Voilà, même avec les gens plus grands.
avec tout le monde, sauf certaines personnes que je rencontre, tu vois, où on se reconnaît un peu entre les gens, tu vois. Et donc, toute ma vie, j'ai été en décalage avec beaucoup de gens, et je pense que une des manières aussi pour lesquelles l'IPC ça a changé ma vie, c'est que ça m'a donné ça a répondu à une soif de l'intelligence, tu vois, qui était énorme pour le coup. Et ça c'est assez fou, et c'est pour ça qu'aujourd'hui la philo ça reste une de mes grandes passions. C'est que c'est même 10 ans après, tu vois, j'adore ça quoi. Ouais. J'adore ça parce que c'est juste ça nourrit ton intelligence. Moi j'aime bien les choses qui nourrissent mon intelligence. S'il y avait 3 choses les plus importantes dans ta vie aujourd'hui, aujourd'hui, ça serait la première sans hésiter, c'est Dieu. Ouais. Parce que comme je disais tout à l'heure, moi je suis catholique très pratiquant, donc c'est moi c'est c'est Dieu qui est la chose la plus importante dans ma vie, avant tout le reste. Et c'est ce qui Quand fait tu que dis Dieu, pardon, la chose. C'est le Christ quoi. Enfin, c'est la Trinité. Oui, non, d'accord, pardon. Non, là, en tant que philosophe, c'est juste dans l'ordre, tu vois. Quand tu dis il arrive en premier, oui. Parce que c'est important dans ta vie, c'est-à-dire que ta vie, tu l'as fait en fonction. Oui, toute ma vie est centrée autour de ma foi, oui. D'accord, ok, d'accord. Tu vois, par exemple... C'est profondément religieux, quoi. Oui, tout à fait. Genre, la messe de dimanche, pour moi, c'est le sommet de ma semaine. D'accord, et mon week-end est organisé autour du fait de pouvoir aller à la messe. Ok. C'est vraiment la chose la plus importante de ma vie. D'accord. Et c'est ce qui fait tout le reste. Enfin, c'est vraiment tout ce qui fait moi, c'est ce qui fait toute la sève de mon existence, quoi. Très bien, ok. Voilà. Après, la deuxième, je dirais, c'est les personnes que j'aime de manière générale, donc ma femme, mes enfants, mes amis, ma famille. Donc c'est les relations humaines, on va dire, en tout cas l'amour, enfin les relations humaines d'amitié et d'amour. Et la troisième, je pense, c'est la musique. Et le chant particulièrement. D'accord. La musique, ouais. Moi, j'écoute énormément de musique. T'es mélomane et musicien ? Oui, alors je suis pas le plus grand des musiciens. Tu vois, j'ai une formation de base entre guillemets en musique. J'ai fait le conservatoire, le premier cycle du conservatoire. Donc je sais lire les partitions en clé de sol, clé de fa, clé d'ut. Je sais lire les dièses sur les portées, etc. Les rythmes. C'est à peu près tout. J'ai fait du saxophone pendant quelques temps. Oui. Mais un peu en dilettante comme je l'étais à l'époque. Donc j'ai jamais trop poussé. Pourquoi le saxo ? Parce que mon frère un de mes frères fait du saxophone et du coup ça permettait de ne pas racheter un instrument. Oui. D'accord. Au moins c'était pratique. La logique de famille nombreuse, très pragmatique. Oui, parce que le saxo, ça t'ouvre au jazz, au blues, à ce genre de choses. Oui, alors j'ai jamais été trop jazz et blues. Blues un peu plus peut-être, mais tu vois, je peux pas dire j'écoute du blues. Forcément, on fait un blues, genre, tu vois, on se fait un blues, ce genre de truc, tu vois. Personne ne me dit dans la rue. Tu crois jamais quelqu'un qui te dit. Non, mais quand tu joues avec des gens, forcément à un moment, tu fais du blues, quoi. Avec des pianistes, en tout cas. Ou des guitaristes même aussi. Oui, c'est vrai. Donc bon, et par contre, je suis extrêmement mélomane. En fait, moi, je suis pas un grand musicien, mais je sens beaucoup la musique. Voilà, si tu veux me définir comme ça. J'ai plus je pense, un grand sens musical, tu vois. En tout cas, je ressens beaucoup la musique plus que je la connais scientifiquement, tu vois. Et donc Dieu, les relations et la musique. À travers la musique, tu vois, c'est plus l'art, on va dire, mais c'est principalement la musique. Mais c'est intéressant. L'art, pour toi, ça a une place. Comment ça se fait que ça a une place aussi importante, la musique ? En fait, là, c'est une question. Figure-toi que je pense que c'est aussi, il y a un côté, ça ouvre vers le divin aussi, quoi. Tu vois, c'est le côté contemplation qui, en tant que philosophe, doit te parler aussi. C'est que. Non, mais donc les 3 choses, en fait. Ah bah oui. C'est intéressant. En fait, les 3 choses, en fait, te font dépasser, toi, la simple horizon humaine, quoi. Oui, mais toi, on se connaît. Oui, mais non, mais je veux dire, il y a des gens qui voient la musique, tu sais, d'un point de vue très technique. Oui, mais on en connaît, oui, on en connaît. Tout donc, à fait. Et souvent, on n'aime pas les mêmes musiques, tu vois, avec ces gens-là. Ouais, c'est vrai. Donc, tu vois, moi, alors je trouve ça très cool, une musique architechnique. Souvent, le métal, tu vois, est architechnique avec le batteur qui a une double pédale, le guitariste, il te fait des trucs de ouf et tout. Mais moi, je sais pas, ça me parle pas. Moi, en fait, c'est le côté, c'est ça, c'est transcendant en fait dans la musique aussi. Et je suis très fan aussi des musiques qui groovent un peu, tu vois, le rythme aussi. Qui toi en tant que percussionniste doit te parler aussi un peu. Une musique quand ça, tu vois, ça saute, ça, je sais pas, ça vibre un peu, tu vois. Beaucoup c'est des trucs qui me parlent beaucoup, genre le funk, tu vois, par exemple. Voilà, ça je trouve ça incroyable. C'est trop cool. Moi je t'avais entendu une fois, j'avais été un peu bluffé. T'avais chanté le port d'Amsterdam de Jacques Brel et tu m'avais dit que c'était un rêve
de pouvoir chanter cette musique, cette chanson, pardon. Moi, je me souviens que la performance que tu avais livrée, tu avais gardé les yeux fermés assez longtemps pendant cette... Ouais, d'ailleurs, quand je les ouvre, c'est hyper flippant sur la vidéo. Parce qu'en fait, tu sais, quand tu es sur scène, tu vois rien parce que tu as les lumières dans la gueule. Oui, c'est vrai. Et du coup, quand tu ouvres les yeux, je l'ai la vidéo, on a le DVD, et je vois vraiment mes yeux qui s'écarquillent comme ça. En plus, tu as l'émotion de la performance. Je fais vraiment peur. En plus, j'étais super mal maquillé. Et vraiment, tu as le côté où j'ouvre hyper grand les yeux comme ça, c'est trop bizarre. Et pourquoi justement cette chanson? Parce que c'est une chanson qui a une puissance émotionnelle qui est incroyable. Ouais. Et tu vois, à l'époque, donc quand je le fais, je pense que j'ai 17-18 ans, me semble-t-il. Donc je suis pas capable forcément de mettre des mots comme ça dessus. Mais je sais que le jour où je la découvre, cette chanson, ça me met une claque monumentale. Tu vois, le crescendo brélien, enfin ce qu'on appelle le crescendo brélien, tu vois, l'intensité qui monte au fur et à mesure de la chanson. Le côté juste, la voix de Jacques Brel avec l'orchestre derrière. Enfin, je sais pas, il y a un truc dans cette chanson qui est hyper puissant, tu vois, et qui te prend aux tripes. Et donc, je sais pas, ça a toujours été un rêve de la chanter. Il se trouve que du coup, à la soirée spectacle de l'IPC, là, on l'a fait avec Grégoire. Quand on a dit, ça fait bon, voilà, c'est notre 3e, on veut faire un truc tous les 2 cette année. Et en fait, pour moi, c'était naturel de dire, ok, on fait ça. Et d'ailleurs, pour la petite anecdote, on l'a répété 2 fois. Ensemble, c'est tout. On l'a fait genre une fois dans sa chambre à l'époque. Et on s'est dit, ouais, c'est bon, ça passe. Et on l'a fait une fois le jour J. Et on répète, et c'est tout. Et en fait, ça passe hyper bien. Je sais pas, on était. Bon, déjà avec Greg, on est assez connectés quand on joue ensemble. Et je sais pas, moi, cette chanson, je la connais par cœur dans les moindres détails. Et tu vois, je sais. Comme moi, je suis quelqu'un de très psychopathe qui écoute beaucoup les mêmes chansons en boucle. Je les connais très très bien. Ce qui est la marque d'un psychopathe. Tout à fait. Les meilleurs que vous avez en prison, ils écoutent tout le temps la même musique. Exactement. Donc, tu vois, je repère, j'ancre en moi, tu vois, les moments justement de changement de ton et d'intensité émotionnelle, tu vois. Et je sais pas, il y avait un truc dans cette chanson qui me transcendait de ouf et j'avais vraiment, c'était un rêve de la chanter, quoi. Et le fait de la faire guitare-voix en plus, c'est assez, c'est assez cool. Enfin, c'était un grand moment et tu vois, j'en parle encore un peu avec le sourire dans la voix et les étoiles dans les yeux parce que c'est un grand moment de ma vie, quoi. Ça, c'est clair. C'est vraiment un grand moment de ma vie. Si tu avais une chanson ou une musique qui te caractériserait, là en ce moment, qui serait pour toi le plus la plus proche de ta nature, si je puis dire, ce serait quoi? Oui, non, pardon. Du coup, c'est pas en ce moment, du coup. Bah oui, non, mais oui, non, mais la nature évolue, évidemment. Ah bon? Non. Je dis des bêtises. Très dur comme question. Très dur comme question. Parce que c'est pas une chanson que j'aime forcément. Enfin, c'est pas la chanson que je préfère, tu vois, ou celle qui m'habite le plus et tout. Mais c'est celle qui représente du coup le plus que je suis, à la fois dans la rythmique, la mélodie et les paroles. Donc c'est compliqué. Et donc. Tu sais qu'il y en a qui se prendraient absolument pas la tête comme tu t'es pris la tête. C'est-à-dire qu'il y en a qui se diraient, bon, bah, cette parole, ou cette musique, je l'aime bien. Oui, mais non, mais moi, je sais pas, ça, tu vois, c'est une des caractéristiques aussi d'être HPI. C'est que chaque phrase n'est pas neutre. Aucune phrase n'est neutre. Une phrase que tu reçois, une phrase que tu dis, rien n'est neutre. Et tu as une tendance à vouloir un peu trop contrôler tout, qui fait que, du coup, c'est plus un handicap qu'autre chose, souvent. Mais, et tu vois, c'est ça, et notamment je rebondis, pardon, ça aussi. La pensée en arborescence, c'est dans les relations très handicapant aussi. Parce que tu as le surinterprété. Ouais, tu as le petit vélo qui se met en tête de ah tiens, s'il m'a dit ça, comme ça, sur ce ton-là, dans telle position, avec tel regard, tel angle de caméra, ça veut dire que machin. Alors qu'en fait, pas du tout. Les gens s'en foutent généralement. Puis t'as rarement des caméras. Ça, c'est vrai. Non mais. qui regarde en fait. Toi, t'as pas ça, toi, chez toi? Si, ah, oui, en plus, si, très souvent. Oui, tout à fait. Non, mais c'est le côté surinterprétation et le côté rien n'est neutre. Rien de ce qu'on te dit et rien de ce que tu dis n'est neutre. Et tu vois, c'est comme si tu avais en permanence une prise de recul sur ta vie, quoi. Ouais, donc ça c'est un peu fatigant. Ouais, c'est franchement fatigant. C'est un peu pénible de temps en temps. Et cette musique, alors avec. Oui, pardon. Excuse-moi. Cette musique et chanson. Cette musique et chanson. Donc, il y a quelques années de cela, je t'aurais dit. C'est une musique de Vald, je sais pas si tu connais. Si, Vald, ça s'appelle Deviens génial. Ah non, je la connais pas. Faut que je te la fasse écouter alors. Okay. Je te fais un cut pour te la faire écouter parce que tu comprendras mieux du coup. D'accord. En gros, c'est de la chanson Deviens. Il y a quelques années, je t'aurais dit Deviens génial de Vald parce que en fait, c'est une chanson où Vald il l'a écrite pour son fils. Et en gros, il lui dit si tu veux te préparer au monde qui t'attend, genre le regard des uns, le rejet des autres, le fait d'être jugé bizarre, pas marrant, etc. Il faut que tu deviennes génial. Ouais. Et tu vois, moi, ça,
pour moi qui me sens en constant décalage avec le monde, et ben c'était un peu ma parade, tu vois. Nous on s'est connus à l'époque où j'étais plus jeune. J'étais vraiment, je disais toujours oui je sais, ou j'étais, tu vois, il y avait le côté où il faut toujours tout contrôler et il faut être le mec que personne peut détester. Le plus haut quoi. Et le plus haut, pas forcément dans les performances ou être le meilleur, je comprends bien, mais en tout cas il faut être le plus haut dans l'estime des gens tout le temps. Irréprochable en tout cas. Exactement, irréprochable, et que personne puisse trouver quelque chose à redire sur toi. Ça, moi, ça m'a torturé pendant très longtemps. Mais depuis, il y a eu différents événements dans ma vie, donc je pense qu'on reviendra tout à l'heure, mais je me suis assez transformé ces dernières années en tout cas. Et donc aujourd'hui, je dirais, il y en a deux qui me sont revenus en tête. Il y a Chanson pour une drôle de vie de Véronique Sanson, mais la version qu'elle a faite avec Vianney. En fait, je me suis dit, il fallait une chanson qui soit joyeuse, parce que pour moi, je me considère comme quelqu'un de profondément joyeux. En tout cas, j'essaye de l'être. Et il fallait qu'une chanson qui soit joyeuse, une chanson qui parle de la joie aussi, et qui soit un peu, qui bouge quoi, et qui transmette de la joie et un peu de folie, tu vois. Donc voilà, il y a ça. Et après, il y a Les Bons Vivants, je sais pas si tu la connais. C'est ça. D'accord. Voilà. Ça m'étonne pas. Donc ça, je pense que c'est les deux. En tout cas, c'est les deux qui, je pense, qui me personnifieraient aujourd'hui. D'accord. Très bien. Voilà. Donc vraiment, l'aspect solaire est quand même très présent. Très solaire, ça c'est clair. Parce que c'est la joie qui sauvera le monde, quoi. Merde, au bout d'un moment, il faut qu'on soit joyeux, quoi. C'est pas qu'une joie pour toi, c'est une joie qui rayonne. C'est pour ça que je dis solaire. Et tu vois, et en plus, c'est au sens de la vraie joie. Toi, tu vois, qui fait pas mal t'abordes ça dans tes vidéos. C'est pas juste le plaisir, c'est la vraie joie intérieure, quoi, qui est la délectation. Complètement. C'est la vraie délectation, quoi. Le repos. Exactement. Le repos de la volonté. Tout à fait, exactement. Et ça, et d'essayer de transmettre cette joie, tu vois, sourire, être quelqu'un de souriant, joyeux, qui voit la vie du bon côté, tu vois, qui du coup passe un peu pour le simplet parfois ou le joyeux luron. Parce que ça déborde, c'est pas un impératif que tu te mets, toi. Parfois, si. Ah oui. Face au marasme d'autres personnes ou au côté un peu ronchon des gens, c'est un truc que je m'impose, tu vois, aussi. D'être joyeux, Et alors justement, ce côté un petit peu festif chez toi, on le retrouve peut-être un petit peu, puisque après la philo, tu as décidé de partir dans une formation, une école de commerce. Pourquoi tu avais choisi ça d'abord? Parce que, alors, en gros, après ma licence, je décide de continuer en philo. En master 1. Pourquoi? Parce que je me disais, ok, tu es alors la philo. Au bout d'un moment, il faut avoir un métier dans la vie. Quand tu as de la philo comme formation professionnelle, ce que tu fais comme métier, soit tu es prof, soit tu es philosophe, donc écrivain ou youtubeur ou philosophe, quoi. TikToker. Tout à fait. Influenceur philo. Voilà. Ou soit tu es chercheur. Sauf si tu t'appelles Bernard-Henri Lévy, mais qui n'est pas vraiment un philosophe, être philosophe ou être chercheur, ça ne nourrit pas une famille. En tout cas, c'est compliqué. Et donc, au moment, tu es forcément prof. Si tu es prof soit en lycée, soit en prépa, soit en université. Moi, je voulais pas être prof en lycée à l'époque, parce que j'avais besoin d'avoir un public qui est là parce qu'il a envie d'être là. Bien sûr. Pas parce qu'on lui impose d'être là. Et je voulais pas être prof en prépa parce que je trouve que, et je le pense encore aujourd'hui, l'enseignement de la philosophie en prépa n'est pas du tout adapté à la matière. C'est-à-dire que le concours, tu veux dire le fait en gros, c'est d'apprendre un maximum de choses dans un minimum de temps pour préparer un concours. Pour moi, c'est pas du tout la philo, ça. Même si tu as des gens qui sont, enfin des profs qui sont très bien et des. Ça peut être très bien, mais je trouve que c'est pas fait pour, tu vois. Et donc ça te laissait la fac. J'ai découvert le paysage de l'université française en philosophie en arrivant à la Sorbonne et j'ai voulu fuir très rapidement. Voilà. Je suis arrivé dans un désert. C'est un peu ça, quoi. Et tout à fait. Et donc, où tu vois, tu réfléchis sur pourquoi il a mis cette virgule à tel endroit, ce genre de choses. Le texte par le texte, pour le texte, avec le texte. T'étais en histoire de la philo. J'étais en histoire de la philo, tout à fait. Ça aurait peut-être été différent. Ça aurait peut-être été différent dans un autre master. Bref, donc j'arrive là-dedans. Je me dis, ok, prof en université, c'est pas fait pour moi. Donc maintenant, donc il reste on va essayer autre chose. Voilà. Et sauf que j'avais rien fait d'autre dans ma vie. J'avais fait juste un stage en deuxième année d'IPC de 2 semaines. Ou vraiment 2 semaines qui font 7 ans de ta vie après, quoi. J'avais fait un stage dans un cabinet de RH avec un mec qui en gros faisait aussi passer des entretiens de personnalité pour avoir en gros ton profil professionnel. Et qui m'avait dit tiens, si un jour tu arrêtes la philo, va faire du conseil, tu vas voir, ça va te plaire. Moi à l'époque j'ai dit bof, très peu pour moi. Moi je veux être philosophe. Attendez, exactement. Gagner de l'argent. Mais moi je m'en tape. Et du coup, à ce moment-là où je me trouve face à la réalité désertique du paysage philosophique, vraiment s'emmerder à mourir. C'était une catastrophe.
Et du coup, je me dis, bon, je vais me renseigner sur le conseil, on va voir. Et du coup, je me renseigne, je me dis, putain, ça a l'air quand même sympa, franchement. En plus, tu gagnes vachement bien ta vie. J'étais fiancé déjà à l'époque. Et donc, je me dis, bah vas-y, on y va. Qu'est-ce qu'il faut faire pour faire du conseil? Il faut faire une école de commerce. Moi, je voulais travailler en conseil en stratégie, donc c'est le côté un peu prestigieux du conseil. Bon, il faut faire une école de commerce grand minimum top 5. Et bon, ok, du coup, j'ai passé les concours, je suis allé à l'EDEC. Et du coup, voilà. Du coup, j'ai fait aujourd'hui 4e ou 5e, je ne sais plus trop. Ouais. Et donc, en gros, c'est très finalisé. C'est-à-dire, tu veux faire du conseil, comment on fait pour y aller? Il faut faire une école de commerce. Ça. Oui, et donc, on y va. Le jugement pratique à fond. Exactement. Ouais. Et donc, du coup, j'ai passé les concours en même temps que je passais mon M1. Que j'ai quand même eu avec mention, je suis assez fier de moi. Oui, bravo. Ouais, écoute. Dans le désert. Ah, putain. Une voix critique. J'ai vraiment, le 2e semestre de M1, je pense que je suis allé à 1/3 des cours. Ah oui. C'était vraiment. C'était fou. Tu sais, en plus, tu faisais des commentaires de texte en 1 heure. Oui, des trucs absurdes, ça n'avait aucun sens. Oui. Quand on ne fait pas d'école de commerce, oui, mais qu'on a des amis qui font des écoles de commerce, oui, on a des a priori sur les écoles de commerce. C'est vrai. C'est-à-dire que c'est l'endroit où tu te bitures la tronche de façon collector, tu n'apprends pas grand-chose et tu y vas pour un réseau et pour pas grand-chose. Est-ce que c'est vrai? Oui. Ah, franchement, la plupart des clichés sont vrais. Tous ceux que tu viens me dire sont quasiment tous vrais en tout cas. Bon. Non mais je suis désolé. Mince, j'ai voulu faire exprès de grossir le trait. Non mais c'est dire qu'il n'y a pas que ça. Oui. Je voulais grossir le trait pour que tu me dises, en vrai, pas tellement. En fait, d'accord, ok. Ah si, oui. Vraiment, c'est quasiment tous vrai. En fait. Mais toi, t'arrivais, t'étais un peu plus âgé en plus. Oui, tout à fait. Mais c'est deux parties de la réponse. C'est-à-dire, en plus, moi, j'ai fait en apprentissage, donc en alternance. Ouais. Donc, j'ai pas vraiment vécu une école de commerce classique. J'ai fait un mois, enfin, pas du tout un mois, un semestre. Ah oui, j'ai fait un semestre avec les autres. Ouais. Ça m'a suffi pour voir à peu près tout ce que de vérifier tout ça. Mais tu vois, par exemple, sur les soirées, oui, tu fais des énormes soirées. Ouais. Moi, c'est les soirées les plus sales que j'ai fait. Mais après, il paraît que franchement, en médecine, c'est encore un niveau dessus. Mais oui, c'est clair. Ouais. Et en kiné, c'est pas mal non plus. Et en infirmière et tout, tu vois. Je crois que le top du top, c'est quand même médecine. Ouais. Mais en gros, nous, tu vois, les soirées d'école de commerce, c'était dans une vieille boîte où je pense qu'ils prêtaient que à nous, ou bien ils passaient 48 heures à remettre la. En gros, c'est une boîte où c'est les soirées où le dress code, c'était tu viens en kawaii et en bottes. Parce qu'en gros, c'est les soirées open bar, donc ça veut dire c'est gratos. Ouais. Et donc, du coup, le grand jeu, c'est de balancer des verres d'alcool partout. Donc, en gros, à la fin de la soirée, tu as ça de mélange d'alcool, de pisse et de vomi par terre. Oh non. Donc, il faut venir en bottes. C'est l'horreur. Bah ouais, franchement. Mais c'est quand t'es dans le contexte. Oui, c'est vrai, vraiment, je t'assure. Ouais, je t'assure. Moi, j'ai vu des soirées avec. En gros, t'as un mec qui à 3h du mat, il est en train. Il est torse nu déjà, je sais pas pourquoi. Il est torse nu, il est en train de pisser contre le bar. Et il vomit, et après, il reboit son verre d'alcool, tu vois. Normal. Voilà, normal. Des trucs absurdes. T'as toujours un truc de la Croix-Rouge, de la sécurité, truc. Un pompier. Ouais, c'est ça. Et la soirée commence pas tant qu'ils sont pas là. Ouais. Parce que t'as souvent des comas éthyliques et ce genre de choses, tout à fait. Donc ça, c'est complètement vrai, pour le coup. Et c'est, alors je sais plus, c'est une fois par mois, je crois, les OB, enfin les soirées open bar, qui sont organisées par le BDE. Et après, sinon, tu te murges la tronche tout le temps, quoi. Mais paradoxalement, tu vois, comme c'est ce que tu disais avant, moi qui arrivais avec déjà 4 ans d'études, étant déjà fiancé, etc., j'avais déjà une vie étudiante derrière moi. Donc c'est pas du tout là où je suis le plus sorti, où j'ai le plus bu. Quand on était à l'IPC, par contre... ça y allait un petit peu. Après, sur le reste, sur le côté, on fout rien. Oui, c'est vrai, on branle rien du tout. En études, il n'y a pas de contenu véritable. Oui et non. En fait, c'est-à-dire que c'est une formation qui est très généraliste. Oui. Parce que le but, en gros, c'est de... En fait, on dit école de commerce aujourd'hui, mais c'est plus vrai. D'ailleurs, il n'y en a plus aucune qui s'appelle comme ça. C'est les grandes écoles maintenant, ouais. C'est des écoles de management. Oui. En gros, le but, c'est de former les managers. Qu'est-ce que c'est un manager dans une entreprise? C'est un mec qui est censé, en gros, prendre des décisions et commander, tu vois. En gros, diriger une équipe. Ouais. Donc, en gros, c'est un mec qui est fondamentalement généraliste. Ouais. Et du coup, tu as des cours de un peu tout. Tu vois. Donc après, au fur et à mesure, tu te spécialises. Tu vois, la dernière année, souvent, tu spécialises genre en marketing ou des trucs comme ça. Donc là, c'est le contenu un peu plus spécialisé. Un peu technique. Voilà, exactement. Ou surtout quand tu es en finance, tu vois, les cursus finance sont pour le coup très techniques. Et là, tu as des vrais apprentissages pratico-pratiques et techniques. Tu apprends vraiment des trucs. Moi, j'ai fait la filière la plus généraliste parce que le conseil, là où je voulais aller, toi, tu voulais stratégique, c'est ça. Exactement, c'est le truc le plus généraliste du monde. Donc j'avais un peu de cours de RH, un peu de cours de marketing, un peu de cours de finance, un peu de cours de tout, tu vois. Et donc du coup, je suis sorti de là. Et en fait, t'apprends plein de trucs, mais c'est pas ça. En fait, ce qui compte, c'est pas le contenu que t'apprends. C'est le fait, c'est apprendre à se comporter en entreprise et apprendre à être un bon manager. Voilà, c'est ça le but d'une école de commerce. Et c'est apprendre, tu vois, justement, tout ce que tu dis sur le réseau. Enfin, tu y vas pas pour te faire un réseau, mais tu sais que tu y vas pour ça aussi quand même. Ouais. Tu vois, c'est qu'aujourd'hui, moi, je croise un autre mec qui a fait l'EDEC.
on a tout de suite comme quand on croise quelqu'un qui a fait l'IPC, Ouais, t'as on est tout le temps en commun. Ouais, bien sûr. Sauf que les gens qui ont fait l'IPC, ils sont rarement dans les directions des entreprises. Voilà. Enfin, il y en a, mais c'est pas la majorité, quoi. Ils vont pas te donner un boulot tout de suite. Voilà. C'est plus compliqué. Ouais. Voilà. Donc bon, après, si tu cherches un poste d'instit ou truc comme ça, c'est plus il peut utile. te trouver un collègue qui connaîtra quelqu'un. Exactement. Mais donc, c'est clairement ça, tu vois, tu as l'annuaire des anciens de l'EDEC, qui est très fourni, où tu retrouves les gens qui sont à tel poste. Genre Jean-Jacques Goldman a fait l'EDEC, par exemple. Ouais, d'accord. Même si je vais pas le contacter en disant salut. Salut JG, comment ça va? Bref. Toujours est-il que moi, il y a plein de moments où je me suis dit, putain, mais en fait, tu n'apprends rien, quoi. Ouais. Tu apprends des trucs, mais on s'en tape. Franchement, on s'en tape. Ouais. Et tu vois, moi, il y a plein de gens où, quand j'étais en apprentissage, je demandais, tu vois, aux gens qui ont fait HEC, les SEC, toi, qu'est-ce que tu as appris ou qu'est-ce que tu retiens? Bah, rien, en fait. Ah ouais. Non, en fait, tu apprends une culture. Voilà. Pour moi, mais c'est intéressant parce que. Et c'est tout le principe des études aussi, pour moi, c'est de. Mais aujourd'hui, c'est le cursus du sommet, en fait. Clairement, en termes d'ascension sociale, celui qui fait de la philo, clairement, c'est pas le sommet de la fac. Mais par contre, celui qui fait une licence de philo, puis après un master autre part, là, pour le coup, lui, il est très bon. Oui. Et il est très apprécié. Oui, il est apprécié. Mais l'école de commerce, c'est l'école prestigieuse, maintenant. Oui, tout à fait. C'est vrai. Après, Polytechnique, ça restera toujours Polytechnique. En fait. Non, mais je suis d'accord. Pour le coup, bien sûr. Ouais, c'est clair. Comme Sciences Po restera Sciences Po pour l'instant. Ouais, pour l'instant. Ouais. Je suis un peu moins sûr. Ouais. Sachant que là, tu vois, il y a la moitié de l'année où ils n'ont pas eu cours, par exemple, parce que c'était bloqué. Donc, oui. Ça dépend où, quelle Sciences Po. Mais... Paris, en tout cas, je parle. Ouais, les autres Sciences Po, en vrai, c'est un peu moins coté. C'est moins prestigieux. C'est sûr que c'est le truc le plus prestigieux. Mais en tout cas, ça a changé. Tu vois, aujourd'hui, les carrières les plus prestigieuses, c'est plus la banque ou la finance, c'est plutôt la tech, tu vois. Ouais. Oui, bien sûr, c'est le truc d'avenir. Ça, c'est the truc un peu aujourd'hui. Mais oui, ça reste parce que c'est les grandes écoles, tu vois, c'est très français. Dans les grandes écoles, tu as les ingénieurs ou les écoles de commerce. Et de fait, je pense que le top 5 des écoles d'ingénieurs sont toujours aussi prestigieuses que les autres, tu vois. Ouais. Alors Polytechnique, tu as fait Polytechnique Centrale Paris, les mines Paris. Ouais. Oui, tu resteras, bien sûr. Ça reste le top du top, quoi. Ouais. Après cette école de commerce, tu as fait quoi? Après cette école de commerce, attends, je reviens juste sur un truc avant, pardon, excuse-moi. Un autre truc, on fait rien, oui, parce qu'en fait, il faut comprendre que les mecs en école de commerce, la plupart, en tout cas ceux qui sortent de prépa, font rien, parce qu'en fait, ils ont passé 2 ans, voire 3 ans en prépa, en fait, à s'arracher comme des malades pour avoir un concours, et donc tu arrives là, tu dis, c'est bon, je suis arrivé, pause, quoi, et après tu reprends jamais, mais c'est vraiment pause, quoi. Ouais, comme médecine. Un peu comme médecine. Et tu vois, moi, c'est là où, en école de commerce, j'ai vu les trucs de... Enfin, c'est la triche institutionnalisée, tu vois, pour passer l'examen. C'est vraiment des trucs de... tu triches, et c'est normal, en fait, parce que le but, c'est d'avoir l'examen, et c'est pas de le réussir par tes connaissances. Le but, c'est de valider ton diplôme. Ouais. Ça fait partie des écoles, mais je pense que c'est le cas dans pas mal d'autres formations, où tu peux valider ton diplôme avec encore des rattrapages. Oui. Tu vois, tu peux pas venir passer tes partiels de première année en 4e année. Voilà. Genre les partiels de compta, tous les ans, tu avais plein de gens, des années d'après, qui venaient le repasser à chaque fois. C'est la matière où il faut quand même un peu maîtriser quand même. Bah oui, et c'est la matière où tout le monde s'en fout, parce que c'est chiant. Ouais. Donc du coup... Mais donc c'est en fait, tu vas pas pour le... En fait, t'apprends pas un métier quand tu es en école de commerce. Ouais. Tu vois, c'était comme je te disais tout à l'heure, électricien ou des formations professionnelles. En école de commerce, t'apprends pas un métier. T'apprends une culture. Voilà. Et comme beaucoup d'études. Mais justement, comme métier, toi, après l'école de commerce, t'as fait quoi? Moi, après, j'ai fait du conseil en stratégie et en organisation. T'avais quel âge? Quand j'ai commencé, j'avais 21 ans. Voilà. Oui, on peut pas donner des conseils à 21 ans, c'est vrai. Alors... Non, parce que c'est souvent la question je n'ai rien dit. C'est souvent la question qu'on me pose après ça. C'est pour ça. Mais parce que, en fait, non, mais conseil, parce que travailler dans le conseil, en fait, ça veut tout et rien dire, en fait. Ça veut tout et rien dire, surtout. Le concret de ton boulot, c'était quoi? Le concret du boulot, déjà, le conseil, c'est un monde très très large. Ouais. C'est-à-dire que McKinsey, c'est un cabinet de conseil. Oui, super. Ça me rend pas bienveillant. Oui, non, mais c'est pas ça. Je veux dire, en gros, tu as McKinsey qui est un cabinet de conseil, par exemple, et après, tu as d'autres cabinets de conseil. Leur but, c'est pas. Enfin, le principal de leur mission, ça va être faire accompagner les entreprises dans la mise à jour de leur logiciel, par exemple. Tu vois. Ok. Donc, ça n'a vraiment. En gros, le principe du conseil, c'est que tu as des entreprises qui ont des besoins, et elles n'ont soit pas les compétences, soit pas le temps, soit pas l'argent de le faire en interne par elles-mêmes. Donc elles payent d'autres personnes pour le faire. Voilà, c'est le principe du conseil. Donc tu payes quelqu'un qui a une expertise. Tu vois, par exemple, pour le conseil en stratégie ou conseil en organisation, tu payes quelqu'un qui a une expertise organisationnelle ou stratégique. En gros,
par l'histoire du cabinet, toutes les missions qu'ils ont faites, etc., ils ont une expertise ils connaissent pas forcément ton métier ou comment le faire mieux. Par contre, ils savent que, en gros, une entreprise, de manière générale, une organisation, pour que ça roule bien, ça doit être à peu près comme ça. Et qu'en gros, si tu veux réfléchir à une stratégie, il faut passer par tel chemin, tel chemin. Est-ce que ça, pour le philosophe que tu as été, enfin que tu es, oui. Est-ce que ça, c'était pas difficile, justement, de se dire qu'il y avait des... Parce que ça, c'est le schéma typique de l'idéologie pratique. Tu vois, il y a des règles structurelles que tu dois appliquer si tu veux que ça fonctionne. En fait, oui et non, ça peut très bien fonctionner sans ça, quoi. Tout à fait, et surtout qu'en plus, aujourd'hui, on sait très bien que, par exemple, toutes les entreprises qui ont des organisations matricielles, ça a été une mode dans le conseil dans les années 90-2000. C'est quoi l'organisation matricielle ? On s'en fout, mais c'est pas... En gros, si tu veux savoir, c'est une organisation en matrice, c'est-à-dire qu'en gros, tu as un tableau à double entrée, donc la personne qui est là, elle est à la fois commandée par celui-ci et celui-ci. D'accord. En gros, tu as à la fois une organisation horizontale et verticale. Okay, je vois. Généralement, c'est le bordel. En gros, tu as généralement, tu vois, par exemple... les fonctions support, les fonctions... Non, c'est pas ça, c'est que tu as un pôle par exemple, tu as un pôle de compétences qui va être horizontal, et après, tu as une direction qui est verticale, et donc la personne, son chef... Oui, tu n'as pas de hiérarchie, en fait, c'est le bordel, voilà, exactement. Oui, ça a été la mode pendant un temps. Ça a été une mode, et ça a été une mode qui a été insufflée par les cabinets de conseil, tu vois. D'accord. Et on y est revenu parce que c'est pas fort... Enfin, tout ça pour dire que, oui, tu as des règles que tu vas appliquer. Après, le but, c'est pas forcément de faire ça, parce que ça reste de l'humain et ça reste quelque chose de vivant, une entreprise. Ouais. Donc le but, c'est pas de plaquer des règles. Et justement, moi, je déteste les cabinets de conseil qui plaquent des règles. Ouais. Et souvent, McKinsey, l'un des reproches qu'on leur fait, c'est que c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'ils ont la méthode McKinsey et ils appliquent ça à tous les sujets. Et il n'y a aucun consultant McKinsey qui ressemble plus à un autre qu'un consultant McKinsey. Tu vois. Ouais, d'accord. C'est vraiment, c'est un peu des copies, quoi. Surtout McKinsey, ils sont très descendants, pour le coup. Moi, le cabinet de conseil où j'étais, où je suis resté 7 ans, 2 ans d'alternance, 5 ans en CDI après, c'était pas ça, c'était plus, déjà on était un petit cabinet, on était entre 15 et 20, tu vois, sachant que McKinsey c'est plusieurs milliers de personnes, tu vois, par exemple. C'est ce que j'allais dire. Donc on est tout petit, ouais. Et donc on avait une vision plus artisan. D'accord. Du conseil. Ouais, c'est ça. Donc c'est-à-dire vraiment tu t'adaptes du sur-mesure. Mais surtout du sur-mesure, c'est-à-dire que tu t'adaptes à la personne, à sa problématique, à son entreprise, et tu n'as pas une méthode que tu vas recaler où tu sais qu'il y a tel truc qui a marché pour telle personne, et donc du coup on va lui faire la même chose. Ouais, mais je reviens sur ce que tu disais tout à l'heure. Oui. Quand tu disais à 21 ans, on conseille personne. Oui. Non, à 21 ans, on fait des slides. Mais... D'accord. Mais parce que ça devait mettre une pression de malade. Tu arrives devant un client et tu te dis... Oui, alors après, encore une fois, là, moi, le conseil que j'ai pratiqué, pour le coup, est très différent des clichés un peu qu'on a sur le conseil. À la fois, ça y ressemble, mais c'est très différent. C'est-à-dire que dans beaucoup de cabinets de conseil, et moi, j'avais des potes qui sortaient de l'EDEC, c'était le cas. Tu sors, t'es jeune diplômé, on te balance chez un client et on te dit en gros démerde-toi, quoi. Ton manager il te voit une fois par semaine, voire parfois moins, et en gros tu te démerdes, donc là t'as une pression de ouf. Moi j'ai attendu 1 an et demi avant de voir un client. D'accord, ah oui d'accord. Mais par contre quand j'y suis allé... T'étais surformé quoi. Oui, c'est ça, et surtout je sais que si j'y vais, ça veut dire que mes boss ils me font confiance. Ouais. Et donc du coup j'ai la légitimité, tu vois, pour y aller pour ce truc-là. J'ai pas la légitimité pour faire une mission entière tout seul, mais sur le truc où on me mandate pour y aller, là je sais que j'ai la légitimité, tu vois. Donc ça, c'était un truc très cool. Sachant que d'habitude, dans les cabinets de conseil, en gros, tu as ce qu'on appelle une organisation en pyramide, c'est-à-dire que tout en haut, tu as les associés, et qui ne sont pas beaucoup. Ensuite, tu as les différents grades, et à la fin, tu as les juniors qui sont un peu la chair à canon. Ouais. Et donc, tu en as beaucoup pour avoir peu d'associés en haut. Et souvent, un des ratios qu'on regarde dans les cabinets de conseil, c'est le ratio de consultants par partenaire. En gros, de combien de consultants juniors pour un associé. Exactement. Ouais. Nous, c'était un rapport de 1 pour 1, voire de 0,5 pour 1, tu vois. C'est-à-dire que nous, on avait une organisation qui était plus en cylindre. Ouais. C'est-à-dire qu'il y avait autant de vieux que de jeunes. Ouais, c'est ça. C'était pas du tout une pyramide. Et c'était même parfois une pyramide inversée. C'est-à-dire qu'il y avait beaucoup plus de vieux que de jeunes. Et normalement, il y en avait autant. Et du coup, ça veut dire que tu es toujours avec quelqu'un qui est hyper expérimenté. Et donc, tu apprends déjà énormément et beaucoup plus vite. Donc ça, c'est super. Ça peut avoir un côté frustrant un peu de... T'aimerais bien, tu vas faire tes preuves, machin. C'est ça. Mais quand tu arrives avec les années à avoir un peu d'humilité, à comprendre que... déjà pour que la boîte roule, il faut que ça soit comme ça. Et qu'elle roulait plutôt pas mal d'ailleurs. Et que du coup, tu vas apprendre aussi comme ça. Ça marche du feu de Dieu, quoi. Et donc c'est trop cool. Et alors ça marche du feu de Dieu, mais on va arriver à un moment un peu rude dans ta vie. Puisque il y a un petit moment d'effondrement intérieur qui se passe. Oui, tout à fait. Qui est un burn-out en fait. Tout à fait. Est-ce que tu peux nous le raconter un peu et savoir
d'une part, enfin les questions un peu sous-jacentes que j'ai, c'est tu l'as senti venir et... C'est une question ou c'est... Oui, c'est une question. Oui, oui. Est-ce que tu l'as senti venir? Oui. Voilà, qu'est-ce qui t'a permis de te rendre compte que c'était ça qui se passait? Ça, et est-ce que ton entourage a pu aussi comprendre ce qui se passait? Oui, ok. Donc, replaçons dans le contexte. Ouais. Tu sais que j'aime bien replacer les choses Bien dans sûr. le contexte. Tu étais dans la même boîte pendant combien de temps, t'as dit? 7 ans. 7 ans. Ouais. C'est la seule expérience professionnelle que j'ai en fait. Ok. Voilà. À part si tu comptes les trucs où j'étais pion, etc. Oui, non, mais sinon, c'est mon dans le premier conseil, métier et dernier métier dans le business, enfin, entre guillemets. En gros, je fais 2 ans d'apprentissage là-bas. J'y rentre d'ailleurs via le mec chez qui j'ai fait mon stage. D'accord. De 2 semaines? Ouais, exactement. D'accord. Qui est lui qui m'a dit va faire du conseil. Le mec, il a un réseau, il l'emploie jusqu'au bout. Exactement. En fait, il se trouve qu'il connaissait très bien mes futurs patrons. Ouais. Et quand du coup, je lui ai dit, je recherche. Parce qu'en gros, tu vas chercher une alternance dans un cabinet de conseil assez prestigieux. Enfin, en tout cas, tu essayes, sachant que le monde du conseil, à l'époque, en tout cas, recrutait très peu d'alternants. Et en plus, tu arrives en disant, bon, bah, moi, j'ai un master de philo, il y a 10 ans de cela. Donc, c'était moins à la mode à l'époque d'avoir des profils un peu variés. Donc, tu dis, moi, j'ai un master de philo, j'ai fait 1 semestre en école de commerce, je peux faire une alternance chez vous de 2 ans. Le profil le moins attractif du monde. Exactement. Donc, du coup, tout le monde me disait non, ou bien ne me répondait pas. C'était super. Ah oui, voilà. ouais. Et du coup, j'ai contacté ce gars-là qui s'appelle François, que je salue, s'il regarde la vidéo un jour, pour qui j'ai une énorme estime. Et je lui ai dit, salut, je cherche une alternance dans le conseil. Il m'a dit, est-ce que tel cabinet, ça te plairait pas? Je lui ai dit, bah, tu sais, moi, à l'époque, c'est là-bas. Bah, bien sûr. Bah, oui, je prends. Je connais ce monde. Je prends tout. Tu vois, je prends tout ce qui pouvait être pris. Je prenais, parce qu'en plus, c'était l'occasion de revenir à Paris. Moi, j'étais à Lille à l'époque et ma fiancée était à Paris. Donc, du coup, je voulais revenir à Paris. Ok. Et donc, du coup, il envoie un mail à Jérôme, donc, qui était mon ancien patron. Il lui dit, ouais, il y a tel profil. Il lui envoie mon CV en disant, il est comme ça. Est-ce que tu rencontres-le? Je pense que c'est un bon profil pour vous. Donc Jérôme lui répond dans les 2 heures en disant ok, on le rencontre, j'ai un entretien la semaine d'après. Donc je passe un entretien avec Jérôme, qui est un des associés de la boîte. Et il me dit ça serait bien que tu ramènes quelque chose que tu as produit pendant tes études. Donc moi je lui dis voilà, j'ai Bonjour. J'ai même pas fait de mémoire moi en plus, tu sais, parce qu'en gros. T'avais pas de mini-mémoire ou de. Si, j'ai fait des mini-mémoires, oui, mais en histoire de la philo, ton mémoire tu le fais en M2. Oui. Et à l'IPC, tu sais, ta grande disserte, moi je l'ai pas fini ma grande disserte. C'est vrai? Oui, j'ai fait que les 2 tiers. Parce que j'ai pas réussi à la finir dans les temps. En plus, bref, c'est une triste histoire. Et du coup, je lui dis, bah moi je veux bien, mais j'ai fait de la philo avant. Donc, il me dit, oh, mais c'est très bien. Donc, je l'ai ramené à mini-mémoire que j'avais fait sur l'infini chez Descartes. Normal. Vendeur dans le conseil. Mais c'est le truc. Ah, c'est génial. Et c'est le seul truc. En fait, c'est le seul document un peu cool que j'ai. J'étais assez fier de ce mini-mémoire, tu vois. Ouais. Je l'ai relu il y a pas longtemps. C'est pas ouf, quoi. Ah ouais. Enfin, l'intuition est bonne, mais ça mériterait d'être beaucoup plus développé. Ouais. Mais tu sais, à l'époque, on se perd dans les digressions, mais à l'époque, je sais pas si tu te souviens, j'étais archi synthétique. Oui. Ah oui, ah oui. Oh là là. C'était une cata, mes copies. C'était vraiment une cata. Une question, quoi. une réponse. Ouais, il n'y avait pas de. On passait pas de temps pour redire. Maintenant, il recontextualise. Hein. Mais avant, une question, c'était une réponse. Ah, c'était vraiment, surtout en philo, tu vois, c'était vraiment très. Moi, je faisais des syllogismes, c'était un peu Aristote, quoi. C'est vraiment, tu fais des syllogismes, et donc mes copies de dissert, c'était un enfer. Ouais. À tel point qu'un jour, j'avais 8 en finat en plus, 2e année. Tu sais que pour moi, c'était très, c'était très important. Quelque chose Finat, de finat. philosophie de la nature. Oui. Et j'étais allé voir Monsieur Brochet, donc, qui était le prof de la matière, en disant, je comprends pas en plus. Et il avait lu ma copie avec moi, il a dit, c'est vrai que sur le fond, c'est bien. C'est insupportable à lire, quoi. Il m'a dit, vous pourriez peut-être vous inspirer de personnes dans votre promo qui ont un meilleur style. Ou lire beaucoup. C'était horrible. Et donc, bref. Et du coup, je lui ramène ce truc, et là, il l'ouvre en entretien, il me dit, ah bah là, il y a une faute. Et là, il y a une faute. Oh mon Dieu. L'enfer. Oh là là. L'enfer. Horrible. Horrible. Je me sentais. Et il t'a quand même pris? Ah oui. Ah oui. D'accord. Il m'a dit, bah, vous voyez, votre mini-mémoire, ça faisait 15 pages. Est-ce que vous pourriez me le résumer en 1 page? Parfait, c'était sous forme de slide, tu vois, en gros. C'était ta capacité dessiné. Parfaite. Et bah du coup, je l'ai fait. Franchement, c'était pas trop mal ce que j'ai fait. En plus, c'était très moche parce que je sais pas dessiner, mais c'était plutôt pas mal. Et je pense que ça l'a convaincu de se dire, ouais, il y a un peu du potentiel, tu vois. Et du coup, il m'a pris. Et du coup, j'ai fait 7 ans là-bas, et ça a plutôt bien marché. J'étais quand même assez doué pour ce métier-là. Et au début, j'adorais ça en plus, tu vois. Je me voyais vraiment faire toute ma carrière là-bas. Je me souviens. Tu vois, c'est un cabinet qui est rempli de gens catho aussi. Donc, on vient du même milieu, on a un peu la même culture aussi. Donc, ils étaient tous hyper bienveillants, vraiment très gentils. C'est des personnes avec qui pour le coup, j'ai encore beaucoup d'estime aujourd'hui pour elles. Et que j'apprécie revoir, tu vois. Encore aujourd'hui, j'ai une très bonne relation avec la plupart.
Et notamment Jérôme et Laurent, qui sont les patrons, qui sont des personnes pour lesquelles j'ai énormément d'estime. Et donc du coup ça marche très bien. Tu vois, je passe des grades assez rapidement. En gros, dans les cabinets de conseil, tu as un peu comme dans les trucs d'avocat. Voilà, exactement. Donc je passe des grades assez rapidement, ça marche très bien. Et ça marche peut-être un peu trop bien, c'est-à-dire que on me surexploite peut-être un petit peu, tu vois, par rapport à mes capacités, à ma capacité à encaisser. Et il se trouve qu'à l'époque, j'ai un rapport au travail qui n'est pas du tout ajusté. C'est-à-dire, tu vois, que je te disais tout à l'heure, le côté de il faut qu'on puisse rien me reprocher. Ouais. Mais dans le travail, c'était pareil. Ouais. J'étais archi perfectionniste, mais beaucoup trop en fait par rapport à ce qu'on me demandait. Tu vois. Mais moi, je me mettrais une pression de malade. Mon burn-out, ça arrive en janvier 2021, donc après l'année 2020, donc l'année du Covid. Ouais. En gros, je passe le premier confinement chez mes parents, donc à la campagne, grand jardin, très cool, avec du monde. Il y avait mon frère qui était là avec son fils, etc. Avec sa fille, pas du tout, c'est une fille. Bref, il y avait certains de mes frères et sœurs qui étaient là, donc il y a du monde, c'est cool, je suis entouré. En plus, c'est dans le sud-ouest, il fait beau, enfin, l'ambiance est cool. Et en plus, il y avait, tu vois, le premier confinement, tu avais un côté un peu sympa, tu vois, quand c'était bien vécu. Bohème, en tout cas. quoi. Parce que, ouais, c'est ça. Bien tu vois, nous, on a continué l'activité pour le coup. Et du coup, ça se passait plutôt bien. Moi, j'ai bossé pendant tout le confinement. J'ai jamais été au chômage technique, tu vois. Mais par contre, on termine le premier semestre avec une prévision de chiffre d'affaires à moins 50%. Parce qu'il y a plein de missions qui ont été arrêtées. Bah, forcément, les consultants, c'est les premiers trucs qui sautent dans les entreprises, tu vois. Ce qui est assez logique. Et on revient, finalement, on termine l'année 2020 avec moins 5% seulement. Donc autant te dire qu'on a fait tous un deuxième semestre de baiser. On a fait tous un deuxième semestre où on a travaillé comme des malades. Je laisserai baiser. Ouais, si tu veux. Vraiment, parce que je trouve ça très drôle. Non, mais vraiment, on a travaillé 2 fois plus, quoi, quasiment. Ouais. Et donc, moi, à l'époque, 2020, j'ai 25 ans. J'ai jamais travaillé de ma vie avant ça. Et je suis dans une logique un peu perverse pour moi, c'est-à-dire, tu vois, j'ai un rapport très perfectionniste au travail, et je suis encouragé là-dedans parce que je travaille très bien, du coup on me donne toujours plus de choses. Et tu as des retours, positifs. J'ai des retours positifs, et tu vois, j'ai un profil très couteau suisse, ça veut dire que je comprends très vite les situations, donc ça veut dire qu'on peut me mettre très vite sur une autre mission, je m'adapte très bien, tu vois, moi, je m'étais fait la réflexion avec un de mes collègues où il me disait, en gros, lui, il arrivait genre 6 mois après moi dans mon cabinet. Et il me disait, depuis que je suis là, j'ai fait X missions. Et moi, je lui ai dit, bah, moi, c'est ce que j'ai fait depuis le début de l'année. Là. Ouais. En fait, du coup, on me donnait très souvent des coups de main à droite à gauche. On mettait plusieurs missions en même temps. Ce qui est, en tout cas, dans ce cabinet-là, assez rare pour quelqu'un qui avait en tout cas, mon ancienneté. Tu vois, du coup, je fais octobre, novembre, décembre avec 3 missions en même temps. Et en gros, je faisais des semaines, je travaillais 60 heures, 70 heures par semaine. Quoi. Mais parce que je me mettais moi-même la pression. En gros... le mois de novembre. Tu étais déjà papa à ce moment-là? Ah oui, en plus j'étais papa de ma fille aînée qui, à l'époque, en gros, qui est née en décembre 2019. D'accord, donc juste avant le confinement. Exactement, qui ne dormait pas la nuit. Ah ouais. En gros, jusqu'à ses 8 mois, elle faisait des siestes de 20 minutes, elle dormait 5 heures par nuit à peu près. Oh. Voilà. Ensuite, elle s'est mise à faire des vraies siestes, mais elle se réveillait encore 3-4 fois par nuit. Donc ça faisait 1 an que j'avais plus dormi et je n'avais pas encore intégré ça dans ma vie. Là, aujourd'hui, c'est intégré. Comme je dis souvent, je suis toujours plus ou moins fatigué. Quoi. Oui, c'est ça. La fatigue fait partie... Non, mais c'est vrai qu'à partir d'un moment, moi, la fatigue fait partie de ma vie. T'arrêtes de dire que t'es fatigué. Exactement. Ça ne sert plus à rien. Tout à fait. Mais à l'époque, tu vois, je le vivais très mal. Et donc, en gros, le deuxième confinement arrive où... cette fois on reste à Paris parce que tu sais le deuxième confinement, je me souviens, tu étais semi-confiné. C'était intermédiaire. Ouais, c'était couvre-feu, tu peux sortir mais pas trop, machin, donc tu savais pas trop. Et chaque semaine ça changeait en plus. Ouais, c'était l'enfer. Et en plus c'est l'hiver, il fait froid, il fait nuit très tôt. Ouais. Et en gros moi je travaillais chez moi dans des conditions de télétravail qui sont très bien pour de l'appoint, mais qui pour du 5 jours par semaine sont pas bien du tout. Et 60 heures par semaine toujours? Ouais. Ah oui, donc en fait 60 heures de télétravail. Et j'étais tout seul chez moi. C'est ça. Pour quelqu'un moi qui suis très... En fait, j'ai découvert à ce moment-là que le côté sociable dans le travail était hyper important pour moi. Ouais. Ou avant, je me disais, tu vois, j'aime bien être dans ma bulle, au boulot, etc. Mais c'est paradoxal la concentration, machin. Tu disais que justement, les autres, c'est quand même quelque chose. Ouais, en fait, oui, mais c'est l'émulation collective, tu vois. Oui, d'accord. Ah oui, très bien. Dans une boîte comme la mienne avant, avec un petit collectif qui est... tu vois, sur les 15 personnes, tu en avais une dizaine qui travaillaient ensemble depuis 15 ans, voire parfois depuis 20 ans, 30 ans ensemble. Donc c'était vraiment très... Tu vois, on dit souvent c'est une entreprise très familiale, bah là c'est vraiment le cas, tu vois. C'est une entreprise très familiale. Et c'est souvent une entreprise où tu en as plein, c'est leur premier boulot. Ouais. Et ils sont restés là toute leur carrière quasiment. Ce qui est très très rare pour le coup, surtout dans le milieu du conseil. Mais enfin bref, c'est vraiment cette boîte, c'est vraiment une pépite, quoi.
Et donc du coup, tout ça pour dire que je travaille beaucoup sur ma véranda, donc c'est un balcon qui a été fermé, très mal isolé, il fait très froid, il fait nuit tôt, je suis tout seul à la maison et je travaille énormément. Et donc du coup, petit à petit, je commence à m'enfermer dans un truc pas cool, tu vois, franchement, où tu bosses beaucoup trop. Et je me rends compte un peu... Sur le moment, tu te rends compte, ouais. tu te dis, il y a un truc qui va pas. En gros, si tu veux, le mois de novembre, ça monte progressivement en octobre. Et le mois de novembre, j'ai 2 missions en même temps. Et il y en a une pour laquelle, en gros, chaque semaine, je dois animer un atelier de travail de 2 ou 3 heures avec 14 personnes qui sont tous des 4 sup d'entreprise. En visio? En visio. Ok. Et en gros, je dois préparer le support à chaque fois et faire le compte-rendu pour la semaine d'après. Et à chaque fois, c'est 50 pages à peu près. Oh la vache. Et donc, je dois animer ça tout seul. Et en plus, mon boss, à l'époque, se dit, bah du coup, je te laisse faire tout. C'est toi qui anime. Tu vois, c'est un bon test un peu pour toi. Et surtout qu'il se trouve... j'ai oublié de raconter ça. En juillet, donc après le confinement, moi, je m'attendais à avoir une promotion. Tu vois, avoir passé un passage de grade. Et je ne l'ai pas. Et donc, du coup... Alors que tu as fait ce deuxième semestre de... Non, en juillet, donc fin du premier semestre. Ouais. Moi, je me dis, enfin, tu vois, je le sentais. En plus, petit vélo. Je captais des signaux de mes boss qui me disaient non, c'est super, interprétation, machin. Voilà, exactement. Okay. Donc je m'attends à donf. Tu vois, je me dis ça va arriver maintenant. Tu vois, ça n'arrive pas. Exactement. Tu vois, par exemple, on fait une mission juste à 3 avec Laurent, qui est le grand patron, le président du cabinet, et Nicolas, qui est un des autres associés. On fait une mission tous les 3 ensemble, ça se passe super bien. Pendant la mission, j'ai l'impression de capter plein de signaux de Laurent, de machin. On se fait un déjeuner d'équipe après tous les 3. Pour fêter la mission, je me dis c'est bon, ça va être maintenant. C'est pas maintenant. J'ai mon entretien semestriel une semaine après, je me dis c'est bon, ça va être maintenant. Et en plus, il y avait un côté de ça terminait par et merci pour ce semestre, tu vois. Et toi? Et moi j'étais là genre, je sais pas, il y avait le pot du mois après de fin de semestre où je me dis ça va être maintenant. C'est pas maintenant. Il y a le mail de fin de semestre, et je me dis ça va être maintenant. L'amoureux est pas maintenant. Le gars qui attend tous les signaux. Donc à la fin. Et en plus, je découvre que c'est un de mes collègues qui a une promotion. Tu vois, on était au même grade, c'est le fameux dont on est arrivé. Exactement. Et en plus, moi à l'époque, j'étais trop prétentieux. Je me disais, non, mais je le mérite plus que lui, tu vois. Enfin bref, un connard. Et donc, du coup, ça n'arrive pas. Et donc, je vais voir Laurent, le patron. J'étais déjà en vacances et je reviens, tu vois. Je lui dis, est-ce qu'on peut se parler, machin. Donc, je reviens au cabinet. Et je lui dis, est-ce qu'on voilà, du coup, je m'attendais. Et lui, il comprend tout de suite. Il dit, tu t'attendais à avoir une promotion, c'est ça? Enfin, à passer consultant senior. C'était le cap de ma vie. En gros, le but de ma vie, c'était de passer consultant senior à l'époque. Donc, 25 ans, c'est ça? Ouais, 25 ans. Ce qui est pas déconnant, tu vois. Non. En gros, normalement, c'est 3-4 ans à peu près. Chez nous, c'était plus long parce qu'on est une plus petite structure, etc. Mais c'est pas déconnant. Sauf que eux, à l'époque, ils ont raison. J'étais pas prêt pour. En fait, voilà, c'était pas le moment pour moi. Et donc, ils ont tout à fait raison de pas me le dire et je leur reproche pas du tout. Mais du coup, je sors de là en me disant, je suis hyper frustré. Mais par contre, j'entame le semestre d'après en me disant, faut que je prouve que je suis capable de, tu vois. Donc je veux encore plus la pression. Je rajoute une dose de pression. Et donc du coup, on en arrive à ce fameux mois de novembre où du coup, je me sens testé, tu vois, mais testé positivement. En me disant, c'est moi qui anime l'atelier tout seul. Mon boss, qui est une tronchasse pas possible, qui est hyper fort, il me laisse faire. Et lui, il est là en backup, tu vois. Mais il me laisse faire tous les supports tout seul, lui il relie juste, il me laisse animer tout seul, et lui il est là pour me soutenir, etc. Donc toi tu l'as vu vraiment comme en plus un truc hyper flatteur. Exactement, et un test, tu vois, de vraiment, il faut que je prouve que je suis capable de. Donc je me mets une pression de malade, et je travaille beaucoup trop. Par contre la mission est un succès, vraiment c'est trop cool. Mais tu vois, je sens, je me souviens très bien, je faisais des balades le soir à côté de chez moi, et je me disais à moi-même, mais pourquoi j'ai ce rapport-là à mon travail, tu vois, je sens que c'est pas ajusté. Je sens, je me mets trop la pression. Que avant chaque atelier, j'ai la boule au ventre, mais tu vois, pas la boule au ventre de bon stress, de mauvais stress, tu vois, d'angoisse, pas possible, quoi. Non, vraiment pas cool. Sans raison, mais... Oui, mais je gère, tu vois. En fait, c'est ça le truc qui est paradoxal, c'est que pourtant, je gère le truc. Et j'ai ma deuxième mission en parallèle, celle-là qui me prend déjà beaucoup trop de temps, et j'ai une deuxième mission en parallèle où là, je suis vraiment, pour le coup, tout seul. Pareil, mon boss, il fait que, entre guillemets, mais il relit ce que je fais, et on se fait un point une fois par semaine sur cette mission-là, et il voit comment j'avance, mais je suis tout seul. Et en vrai, c'est dans mes cordes, tu vois, il y a une partie sur laquelle j'arrive très bien, et une partie sur laquelle je galère de ouf. Et là, il y a le premier signe avant-coureur du burn-out, c'est que j'ai un jour où, tu vois, je devais faire une slide, qui était un truc important et tout, mais mon cerveau, il se met en blanc, c'est-à-dire que j'ai plus, tu vois, la page blanche, le syndrome de la page blanche, quoi. J'ai plus aucune créativité, j'y arrive plus du tout, alors que normalement, j'étais plutôt doué pour faire ça, tu vois.
Et j'arrive plus du tout. Et du coup, je l'appelle un peu à l'aide en lui disant j'arrive plus, est-ce que tu peux me filer un coup de main parce que je dois rendre le truc aujourd'hui, machin. Donc ça, c'est un peu le premier signal, tu vois, le cerveau qui dit il y a un problème, tu vois. J'arrive à la fin du mois de novembre, mes 2 missions se terminent en même temps. Donc à la fin d'une mission de conseil, c'est là où généralement tu passes devant le conseil d'administration. Non, c'est là où tu passes devant le conseil d'administration, devant les grands patrons, pour présenter un peu les résultats de la mission. Donc c'est en gros le coup de rush de la fin. Tu dois faire plein de slides, de présentations. Exactement. Tu dois faire plein de synthèses de ce qui s'est fait avant. En fait, tu as tout donné pour ta mission, tu dois redonner après, quoi. Et j'ai tout donné pour les 2 missions qui se terminent en même temps. Donc plein de boulot à faire en même temps. Et j'ai pas le temps de respirer, j'en ai une 3e qui commence. Au moment où les 2 autres se terminent, tu vois, en tuilage. Direct. Et pour cette 3e là, ça commence toute fin novembre, et je dois produire un support de 60 pages en 2 semaines. Sur la base de trucs que j'ai déjà fait avant, mais quand même, c'est un boulot énorme. Et en fait, c'est ça, je pense, tu vois, avec le recul, ça a été le coup de dos. Tu vois, je suis en train de me noyer, et j'essaie de reprendre mon souffle, et en fait, je bois la tasse, tu vois. Et donc, j'avais la carotte de me dire, j'ai 2 semaines de vacances à Noël, tu tiens jusqu'à Noël, et ça va bien se passer. Voilà. C'est sûr. C'est comme ça que fonctionne notre psychisme, d'ailleurs. Exactement. Donc... Attends les vacances. J'y arrive, parce qu'il se passe des trucs entre-temps. À mardi matin, signal d'alerte de mon corps, je suis en réunion avec mon boss et des clients, et je suis pris d'un haut le cœur, d'une envie de vomir, tu vois, vraiment. Donc je leur dis, excusez-moi, je reviens, machin, je coupe ma caméra. Je vais au shot pour vomir, j'ai rien, tu vois, il n'y a rien. Mais vraiment le signal d'alerte, tu sais, de... Rien. Ouais, il faut vomir, quoi. T'avais pas du tout mangé un truc... Non, rien du tout. Ah oui. Enfin, ma fille était malade en même temps, tu vois, mais j'ai rien eu en fait. J'ai pas eu de fièvre, j'ai pas eu de machin, tu vois. Juste, j'ai eu un haut le cœur d'un coup et il a fallu que j'aille vomir, tu vois. Donc après, je me suis mis en arrêt pour la journée, machin. J'ai fait une grosse sieste et le lendemain, ça allait mieux. Donc là, ça pue du cul. C'est clair. Ça pue. Tu sens qu'en fait, c'est clair. Mais ça, sur le coup, moi, je le comprends pas, tu vois. Je me dis, tiens, c'est bizarre, machin. Comme le truc de la page blanche, je comprends pas. Je sens qu'il y a un truc qui va pas. Et tu vois, je m'en parle beaucoup à ma femme. Le soir, tu vois, je lui dis, mais je travaille trop. Il y a un truc qui va pas, je travaille trop, je suis au bord du surmenage, tu vois. Je sentais vraiment qu'il y a un truc qui allait pas. Mais j'étais dans ce truc de, il faut que je prouve. Je prouve que je suis bon. Oui. Il faut que je sois Ces parfait. alertes-là, ça n'entraîne pas un changement pour toi de... Non, pas du tout. Non, pas du tout. Je me dis qu'il faut que je règle. Tu vois, je me dis de plus en plus, je vois le problème. Je vois que j'ai un rapport pas juste au travail. Mais, et ça me rend triste, tu vois. J'ai une vraie tristesse de je n'arrive pas à faire autrement. Je sais pas comment faire autrement. Je comprends. Je suis comme ça, tu vois, et je sais pas faire autrement. Il faut que je sois le plus parfait possible. Enchaîné par ce que t'es, quoi. Ouais, c'est ça. Exactement ça. Je suis enchaîné par ma nature où j'arrive pas à changer. Ça me désespère un peu, tu vois. Et il faut que j'aille. Je me dis, il faut que j'aille changer, mais je sais pas faire autrement. Et tu te dis à ce moment-là, je vais dans le mur ou pas? Non, pas du tout. Non, ok. Je me dis, on va passer la période dure, j'ai les vacances qui arrivent, 2 semaines de vacances. Okay. Je termine, j'ai mon évaluation de fin d'année, j'ai un super bonus, j'ai une belle augmentation de salaire, j'ai une promotion qui n'est pas celle que j'attendais. En gros, j'étais consultant 1, je passe consultant 2 et pas consultant senior. Donc je suis un peu déçu quand même. Mais c'est cool, tu vois. C'est déjà quelque chose, C'est déjà quelque chose. Et franchement, j'ai vraiment un super bonus de fin d'année, j'ai une belle augmentation. Donc je me dis, c'est bon, j'achète le champagne pour Noël, donc j'achète des bonnes bouteilles de vin pour toute la famille. Je suis trop content, tu vois. Et je repars en vacances cool. Je fais une vraie coupure pendant les vacances, je pense plus du tout au taf. Je reviens à la rentrée, je change de boss, je change de manager sur la mission. Ça me fout une angoisse, mais laisse tomber. C'est-à-dire que le lundi de la rentrée, lundi 5 janvier, ou 6, je sais plus, on s'en fout. C'est pas grave. Je sais. En gros, on me dit, en gros, ton nouveau manager sur la mission, c'est un tel. Du coup, vous planifiez un point l'après-midi pour que tu lui expliques un peu où est-ce que vous en êtes avec le brief, quoi, en gros. Ça me met une pression de fou. Je pleure pendant une demi-heure avant la réunion. Au travail? Je suis chez moi encore en télétravail. Tu sais, en janvier 2021, on est encore un peu mi-télétravail, mi-machin. Je pleure pendant une demi-heure chez moi. T'es quelqu'un qui pleure facilement ou pas? Non. Non, vraiment pas. Ah oui, donc en plus, donc là, l'alerte, tu te la prends dans la gueule quand même. Ouais, aussi. et là, je me dis, il y a vraiment un truc qui va pas. Je fais la réunion, je sors en me disant, putain, mais je suis une merde. J'ai pas du tout réussi à lui expliquer. C'est n'importe. Lui, il me dira après, non, mais c'était très bien, Mathias. Mais moi, je sors de là en me disant, putain, mais ça va pas du tout ce que j'ai fait, c'est n'importe quoi, machin, c'est pas possible, quoi. Et ça passe. Le lendemain matin, on se fait un appel à une réunion, du coup, avec ce manager-là, quelqu'un que j'apprécie beaucoup, toujours aujourd'hui d'ailleurs. Et on se définit en gros, du coup, au vu du brief d'hier et de la mission des objectifs, en gros, c'est quoi les tâches prioritaires à faire, tu vois. Je ferme l'ordi, je fonds en larmes. Là, c'est le moment, c'est shutdown, quoi. C'est vraiment, je ferme l'appel, je fonds en larmes, c'est-à-dire que je pouvais plus rien faire. En fait, là, tu pleures d'épuisement. Là, je sais pas si c'est de l'épuisement, tu vois, mais je pense que c'est mon cerveau qui me dit ciao,
Ouais. Il part en vacances. J'ai vraiment, tu vois, On te laisse tout seul, oui, Mathias. c'est ça, je rigole aujourd'hui, mais tu vois, je faisais les allers-retours entre mon lit et mon bureau en pleurant et en me disant, en gros, j'essayais de me remettre au boulot et je ne pouvais pas. Le seul truc que j'arrivais à dire, c'est je peux pas. Je pouvais pas, tu vois, même rentrer un chiffre dans un tableau Excel, c'était impossible. Juste, impossible. Tu vois, là où je me rends compte aujourd'hui, tu vois, avec le recul, et pour avoir eu d'autres proches qui ont fait des burn-out aujourd'hui, le mien, il a été plutôt l'edge, entre guillemets, c'est-à-dire que c'est pas le corps qui a lâché. Tu vois, il y en a qui se retrouvent. Pas fait un cancer, il y en a qui se retrouvent, tu vois, ils s'évanouissent. Tu vois, j'ai une amie récemment là qui a failli mourir sur l'autoroute parce qu'en gros, elle a fait une crise d'angoisse sur l'autoroute, et elle a failli se mettre dans le mur, tu vois. Moi, c'est vraiment mon cerveau qui a lâché. C'est-à-dire que il a dit, ok, c'est bon, maintenant, rideau, c'est terminé, on ne fait plus rien. Et ça fait un peu. Et c'était panique, tu vois, panique à bord. Ouais, mais ça fait un peu réaction instinctive, quoi. Ah oui, mais vraiment. Cet objet-là nous met en danger. C'est ça, je te mets dans l'incapacité d'être en contact. Je peux plus. Et vraiment, je disais à chaque fois, je répétais en boucle, tu vois, le fou, quoi. Je peux pas. Vraiment, je pouvais rien faire. Donc, heureusement, ce qui est cool, c'est que déjà, j'appelle ma femme, qui sentait peut-être le truc un peu plus arriver que moi. Elle me dit, en gros, en substance, je sais pas trop quoi te dire, quoi. Elle pouvait pas rentrer parce qu'elle bossait. Donc, elle dit, t'inquiète pas, ça va aller, machin. Je raccroche, je rappelle mon ancien manager, du coup, avec qui j'avais bossé pendant 1 an avant. Et tu vois, c'est la chance que j'ai eue. Généralement, dans les burn-out, un des 3 signes, tu vois, c'est la détestation des gens avec qui tu travailles. Moi, j'ai pas du tout eu ça, parce que j'apprécie énormément mes collègues. Et donc, du coup, j'ai le bon réflexe, tu vois, d'appeler cette personne-là, tu vois, qui a 45 ans. Donc, tu appelles ton manager. J'appelle mon manager. Ton ancien manager. Mon ancien manager. Et je lui dis, je l'appelle en chiale, en vidéo, et je lui dis, ça va pas. Non, déjà, je lui envoie un message sur Teams en disant, ça va pas trop, est-ce qu'on peut s'appeler? Donc, ça s'appelle en vidéo et je suis en train de chialer, tu vois, vraiment. Et lui, il a le vraiment bon réflexe là de me dire, ok, Mathias, tu fermes ton ordinateur, tu vas marcher un coup, tu prends l'air, et ensuite tu vas au bureau. Mon nouveau manager, qui s'appelait Thomas, lui, il était au bureau à ce moment-là. Parce qu'en gros, on avait trouvé un moyen de tourner un peu le système, de se faire des attestations qui nous permettaient, en gros, à ceux qui ne pouvaient pas télétravailler chez eux. Parce que lui, par exemple, tu vois, il avait la garde de ses enfants chez lui. Donc, autant te dire que c'était impossible. Compliqué. Tu peux pas travailler. Du coup, il allait au bureau. Et du coup, il me dit, ok, tu fermes ton ordinateur, tu vas faire un tour, tu prends l'air, et ensuite, tu vas au bureau et on t'en reparle avec lui, quoi. Donc, je fais ça. Je prends mon... T'arrives à aller au travail? Oui, j'arrive à aller au travail. Parce que tu vois, c'est ce que je te dis, tu vois, j'ai vraiment une chance, je pense, d'avoir un contexte humain professionnel qui est très positif. Des gens de confiance, ouais, exactement. C'est vraiment des gens à qui je fais énormément confiance, tu vois. Et le contexte est très bienveillant et très positif, donc ça me fait pas du tout peur d'y aller. Et donc j'y vais et on discute, je me remets à chialer. Et il me dit, t'inquiète pas, c'est pas grave, tu te mets à ton bureau et moi je suis juste à côté et tu fais ce que tu peux, quoi. Et là, du coup, en gros, le but c'était un peu, tu vois, un peu en mode diagnostic différentiel de médecine, on voit en gros si c'est le télétravail qui fait que ça déconne ou s'il y a vraiment un truc, quoi. Et donc du coup je me remets à mon truc, j'ouvre mon ordinateur et là pareil, recrise, je peux pas, vraiment je peux pas, quoi, je peux pas. Bah là t'avais atteint la limite, quoi. Ah ouais, mais vraiment je ne pouvais rien faire. Donc que ça soit chez moi ou au bureau, c'était pareil. Donc il m'a dit, bon bah écoute, tu rentres chez toi et tu vas voir ton médecin et tu fais quelque chose, quoi. Donc ils ont été franchement archi cool pour le coup là-dessus, ils ont très bien, c'est la première fois que ça leur arrivait, eux, d'avoir un collaborateur qui fait un burn-out. Et tout le monde était trop mignon, tu vois, il y a 2-3 personnes qui m'ont appelé, dont mon boss qui m'a appelé, qui m'a donné plein de conseils en me disant ce qui compte c'est que tu te fasses du bien, etc. Je te donne l'adresse de quelqu'un qui fait de la réflexologie plantaire ou qui fait des massages, tu vois, ce qui compte c'est que tu prennes soin de toi. En gros, du coup, pour répondre en synthèse, pour répondre aux 2 parties de ta question, est-ce que je l'ai senti venir? Oui et non, du coup, tu vois. Ouais, t'as vu les signes, mais t'as pas vu que c'était les signes. Ouais, j'étais un peu dans le déni, tu vois. Mais ce qui est une classique du burn-out, tu vois. Moi, j'ai une amie proche qui a fait un burn-out. Et c'est moi qui lui ai dit, j'ai été obligé de la prendre entre 4 yeux, je lui ai dit, ça va pas là, tu arrêtes maintenant. Elle avait le teint livide, tu vois, j'ai dit, on s'en rend pas compte, tu vois, parce qu'on veut persister dans le truc qui nous fait du mal, mais parce que tu as une relation qui n'est pas ajustée ou plein d'autres trucs. On connaît nos chaînes, donc on n'a pas envie de les quitter, quoi. Exactement. Et donc du coup, tu vois, et moi maintenant, je me suis fait un devoir, tu vois, de rendre service. D'alerter les gens. Ouais, exactement. Ou tu vois, quand il y a des gens qui font un burn-out, de pouvoir leur donner des conseils, tu vois. Et justement, toi, donc, tu as bien dit que... Je te coupe, excuse-moi, parce que j'ai dit... les deux. Oui, voilà, je n'ai pas dit le deuxième. Et le deuxième, c'est comment je m'en suis sorti, ça je te dirai après. Et l'entourage, franchement, tu vois, avec ma femme, on n'en a jamais trop parlé plus que ça. Elle a été super,
mais dans le sens où elle a été là sans être trop là, tu vois. Et je dirais pas aujourd'hui que c'est grâce à ma femme que je m'en suis sorti, Ouais, etc. bien sûr, ouais. Franchement, mais du coup en ça, elle a été super. Ouais, c'était un soutien. Exactement. Qui était là quand il fallait. Mm. Et je pense qu'elle savait pas trop non plus comment gérer. Ouais. Donc elle en a pas fait plus que ça, tu vois. Ouais. Et comment je m'en suis sorti, ça pour toutes les personnes qui ont fait un burn-out, moi c'est les conseils que je donne à chaque fois, c'est pas ta faute. C'est pas toi qui es responsable de ça. Et en tout cas, si c'est de ta faute un peu, c'est toujours partagé. Ouais. Et c'est pas grave. Voilà. C'est Ça, fou, c'est les deux c'est fou trucs que tu que dis je ça. répète vraiment. Non, mais c'est Parce que- hyper important. Ouais, mais tu vois, le c'est pas de ta faute. La plupart des gens vont dire ouais, mais l'investissement que les gens mettent dans leur travail, c'est bien eux qui le mettent. En gros, c'est pas de ta faute dans le sens où c'est pas toi que je vais apprendre ça, mais dans toute relation, il y a une co-responsabilité en fait. Bien sûr. Donc c'est jamais entièrement de ta faute. Ouais. Tu vois, moi je sais aujourd'hui que Il n'aurait pas fallu te mettre oui, c'est deux ça. missions, puis une Exactement, troisième qui tu vois, il y a commence en peut-être machin. une surexploitation. Ouais. Alors je pense que au travail, ils s'en rendent pas forcément compte. Bah, ou c'est bien un ils- modèle aussi, hein. On en entend souvent parler, des boîtes de conseil où Ça, oui. il y a une manière aussi de. Mais chez nous, d'être un peu à flux c'était tendu pas tout le temps, comme ça quoi. en fait. Ouais. Moi, c'était très particulier à moi pour le coup, Mm. où il me le disait souvent, tu vois, normalement quelqu'un de ton ancienneté, on fait pas ça, tu vois. Ouais. Mais moi, ça marchait bien. Et donc, il n'y avait pas de raison en fait d'arrêter. Oui, toi, t'envoyais des signaux en plus de tout va bien. Oui, Donc, tout va bien. ouais. Et tu vois, moi, j'en voulais encore plus. Ouais, Tiens, je me souviens très bien, j'avais dit cette phrase à mon entretien. J'avais dit vraiment, mais un connard, vraiment. J'ai dit, moi, je suis là pour jouer à la Ligue des Champions. c'est bien. J'ai envie de mettre des tartes à cette personne, tu vois. C'est fou, ça. Enfin bref. Et donc, c'est pas ta faute. Et en fait, c'est surtout, c'est pas grave. Ouais. C'est pas grave, quoi. Enfin, il faut arrêter. Tu joues pas ta vie dans ton boulot. T'es allé voir un thérapeute ou Ouais, une. ça, j'y viens après, ça pour le D'accord, coup. ok. Et tu vois, moi, par exemple, une des personnes dont je te parlais tout à l'heure qui a fait un burn-out, je l'ai eu au téléphone justement juste après sa crise. Et je lui ai dit 3 fois au téléphone, je lui ai dit c'est pas grave. C'est pas grave. Et c'est pas grave, vraiment. Ça va aller. Le deuxième conseil, c'est il faut se faire du bien. Tu vois, il faut s'accorder le droit de se faire des choses qui se font kiffer. Qu'en gros, ton corps et ton esprit t'ont dit j'en peux plus. Ouais. Donc, tu te reconstruis progressivement en te faisant plaisir. Tu vois, moi, les premiers jours, je passais des journées entières sur Netflix en survêt dans mon canapé. Et je me disais, je m'en tape, j'ai le droit. Tu vois. Ouais. C'est cool. En gros, ça va avec se donner le droit d'être malade et de pas aller bien. Ouais. S'accorder le droit de pas aller bien. Dans notre culture, dans notre société, C'est c'est très quand même compliqué. C'est très compliqué. T'imagines, pour moi, en plus, avec tous les trucs que je t'ai décrits avant. Irréprochable, ouais, c'est clair. Ah, mais laisse tomber. Et moi, c'est mon père qui m'avait dit ça au téléphone, je crois. Ton père, quand même qu'on signifie, ton papa est médecin. Tout à fait, mon père est médecin. Donc, toi, tu l'avais dit d'ailleurs au début, mais oui. Oui. Je l'ai pas dit au début. D'accord. Bon, bah, voilà. C'est pas grave. Non, mais ton père Mon père est médecin donc, et c'est lui qui m'avait dit t'as le droit, quoi, en fait. Ouais. Voilà. Et donc, ça, c'était les premiers trucs que j'ai fait, tu vois. Moi, les premiers jours, je m'accordais le droit de rien foutre. J'en avais trop fait avant, donc j'avais envie de rien foutre, tu vois, de bouffer des trucs qui me font plaisir devant ma télé, quoi, sur Netflix, tu vois. Je m'étais acheté une super télé avec mon bonus de la semaine d'avant. J'adore. Tu vois, vraiment le cliché un peu de la carrière à succès, quoi. Et donc, du coup, je me passais les journées sur mon canapé à bouffer des trucs qui me font plaisir, genre des Kinder ou des trucs comme ça, en regardant Netflix, tu vois. Et après, tu vois, je recommençais un peu à sortir dehors, et après, tu vois, je dansais tout seul dans mon salon avec mon casque. Ouais. Et ça me faisait, tu vois, ça me faisait kiffer, donc je faisais des la trucs qui me musique, faisaient... à Exactement. nouveau, Ouais, tu vois, je retrouver- faisais des trucs qui me faisaient kiffer, quoi. Et après, il y a le truc le plus important, c'est être suivi par des professionnels. Ça, pour le coup, je le dis à tout le monde à chaque fois, il faut que tu sois accompagné par des professionnels parce que c'est obligatoire. Ouais. Vraiment, c'est obligatoire. Moi, j'avais... Pourquoi? Alors justement, Ouais, c'est une vraie question. C'est pour gérer les symptômes ou c'est pour traiter les causes? bah les deux. Oui, mais tu vois, on pourrait très bien se dire, bah voilà, je suis suivi. Pardon. Les personnes peuvent très bien te dire, moi je gère très bien les symptômes, j'ai pas besoin d'aller voir un psy. Tu vois, Bah, pour je pense que quand tu fais un burn-out, tu gères pas très bien. Très franchement, Ouais, ok. on va pas se mentir. Ouais, c'est Ça ça. arrive à un moment où tu gères plus. C'est le principe du burn-out, c'est que Ouais. ça s'éteint, quoi. Ouais. Donc tu gères plus. La Oui. parole métaphorique, pardon. Mais le fait d'employer la métaphore le fait de s'éteindre, Ah oui, pour moi c'est ça un peu. physiquement, il y a vraiment un truc Bah, comme il y ça. a des gens qui le vivent physiquement, c'est-à-dire que tu vois, t'as des témoignages de gens qui se retrouvent à l'hosto. Tu vois, ils font Oui, tu un disais un blackout. malaise ou machin. Ouais, c'est ça, ils font un malaise, ils se réveillent à l'hosto. Ouais. T'en as qui. Et moi, c'est mon cerveau qui s'éteint, tu vois, c'est Ouais. mon esprit, il a dit c'est fini. Mais justement, là, ce truc, quand tu dis c'est fini, Ouais. ça a continué combien de temps? Et bah, moi déjà, il y a eu une première étape
où en gros, je suis allé voir mon médecin traitant. Enfin, qui n'était pas exactement mon médecin traitant, qui était le remplaçant. Pas grave. On s'en fout. Si, en fait, c'est important pour la suite. D'accord. Parce qu'avec mon médecin traitant, je m'entendais très bien, et avec lui, le courant n'est pas trop passé. Ouais. Donc ça a été un peu compliqué par la suite. Il m'a arrêté, et le jour où j'étais arrêté, je suis rentré chez moi, j'ai éteint mon ordi, j'ai enlevé les mails de mon portable, j'ai désactivé les notifications du calendrier. Tu vois, j'ai coupé tout le professionnel. Ouais. Et là, je me suis senti respirer à nouveau, tu vois. Ah oui, d'accord. Enfin, ça a été assez automatique, ça, pour le coup, de « Ok, c'est bon, maintenant, on peut repartir. » On isole un peu la... Ouais, et surtout, tu vois, j'ai vraiment eu cette sensation de dire je respire. Ouais, vraiment, je respire, tu vois, à nouveau. Et c'était hyper cool. Et ça a été la première base pour reconstruire après. Et du coup, après, se faire accompagner parce que, dans mon cas précis, en tout cas, tu vois, je te disais, moi, je sentais qu'il y avait un truc qui allait pas, mais j'avais pas les armes. Moi, tu vois, j'étais très conscient d'avoir un truc de j'ai un rapport au travail qui n'est pas ajusté. Ouais. Mais je ne sais pas comment m'en sortir. Oui, parce que comme tu disais, c'est par un nœud intérieur que c'était envisagé ce truc. Oui, c'est ça. Je dois être irréprochable. Tout à fait. Mais je ne savais pas comment faire autrement. Et donc, j'ai un peu la chance, tu vois, par l'IPC. C'est piégeux, parce que si tu te dis il faut que j'arrête de me dire que je ne suis pas irréprochable, pourquoi ? Pour être irréprochable. Non, moi, c'était pour aller mieux. Oui, ah oui, d'accord. Là, c'était vraiment. C'est qu'à un moment, tu te dis, ok, tu vas pas bien, ce serait quand même mieux d'aller mieux. Ouais. Tu vois, il y a un truc aussi qui est difficile à accepter, c'est j'ai 25 ans, j'ai une carrière hyper prometteuse, je fais un burn-out. C'est pas normal, quoi. Et en même temps, c'est logique. Mais dans mon entourage, moi, j'en ai quelques-uns qui ont fait des burn-out. T'as l'impression que les gens se relèvent jamais complètement de ce truc-là. Est-ce que tu peux dire la même chose ou pas ? Moi, non. Moi, aujourd'hui, c'est vraiment derrière moi et je suis vraiment ressorti. Alors, je vais dire, j'en suis ressorti plus parce fort. Parce qu'il y a eu un travail. Parce qu'il y a eu un travail. Mais aujourd'hui, je suis vraiment une meilleure personne, franchement, qu'avant. Ça, j'en suis persuadé. T'es quelqu'un de bien. Qui veut le bien. Qui veut le bien, d'accord. Non, vraiment, tu vois, je pense vraiment que ça m'a transformé, mais positivement. Et ce qui m'a transformé, c'est notamment tout le travail que j'ai fait avec ma psy, justement, que je suis allé voir. Ça a été très compliqué pour moi. La chance que j'ai, c'est que par l'IPC, et du coup, tu vois, ma femme qui a fait psycho aussi, je connais un peu les psychologues, donc j'ai moins d'a priori de je vais voir un psy parce que je suis fou, quoi. Donc je sais que ça peut être très utile, tu vois, pour les gens. Ouais. Et donc j'ai trouvé le numéro d'une psy. Moi, je tenais beaucoup à ce que ce soit une psy chrétienne, parce que c'est tellement, c'est tellement important pour moi qu'il fallait que ce soit quelqu'un qui comprenne ça, en tout cas. Et donc j'y suis allé la première fois, j'ai eu tellement de mal. Déjà à lui envoyer un message, t'imagines même pas. Et tu vois, c'est comme plusieurs trucs dans ma vie, ça m'a fait ça où, tu vois, j'avais tapé le message, je le retape, je le réefface, je le retape, je lui dis attends, je l'envoie, attends, je l'appelle, attends, je le renvoie, machin. Et au bout d'un moment, je me dis allez merde, j'appuie sur renvoyer, elle me dit advienne que pourra. Et j'ai fait ça à la station essence, j'étais en train de prendre de l'essence. J'étais comme ça, je dis allez, c'est bon, on envoie. Allez, bon. Combien de litres là? Qui déborde depuis un quart d'heure, tu sais. C'est clair. Oh, c'est pas possible parce que ça coupe. Normalement, ça coupe. Oui, voilà, pardon. Sauf si tu le sors bien des 3 d'un écran. Bref, on s'en fout. Et du coup, première séance, très cliché, j'ai chialé comme. En fait, tu te dis, je sais pas trop quoi dire, qu'est-ce que je vais lui dire, machin. En fait, elle te pose une question. Alors pourquoi vous êtes là? En fait, c'est ça. Non, attends, tu dis cliché, c'est pas vrai. T'as beaucoup de gens qui ont des mécanismes de défense de malades. Tout à fait, mais ça, c'est un des clichés. Et l'autre cliché, c'est tu poses une question et les vannes s'ouvrent toutes seules, quoi. Oui. Et je suis allé voir. Il y a de la chance que ce soit comme ça, parce que. Tout à fait. Ça puisse s'ouvrir tout de suite. Je suis allé voir pendant 2 ans et demi cette personne. Ouais. Et à raison de combien? Enfin, c'était. Ça a été, tu vois, les 6 premiers mois, c'était 1 fois par semaine. Ouais. Ce qui était nécessaire, ce qui m'a coûté énormément d'argent. Ouais. Mais au final, c'était. Tu le regrettes pas? Non, et j'avais la chance d'être riche à l'époque, donc du coup, c'était l'avantage du conseil, c'est que tu gagnes très bien ta vie. Ouais. Donc du coup, c'est un investissement, on va dire, pour la vie. Oui. Et donc les 6 premiers mois, 1 fois par semaine, ensuite 1 fois toutes les 2 semaines. Et puis après, 1 fois par mois, je pense, pendant la dernière année. D'accord, ouais. Et ça franchement, ça m'a transformé. C'est assez fou. C'est une des raisons, tu vois, pour lesquelles je suis plus autant dans le contrôle qu'avant, ou pour lesquelles je m'assume beaucoup plus aussi. Tu vois, il y a quelques années de ça, jamais j'aurais été capable de te dire que je suis HPI et que machin, tu vois. Ouais. Parce que j'aurais tout de suite dit, ah bah attends, ça fait trop prétentieux, parce que je me rends compte encore aujourd'hui, tu vois. Ouais. Mais avant, ça aurait été une barrière qui dit, ok, tu peux pas le sortir, quoi. Ouais. C'est parce que qu'est-ce que les gens vont penser. Ouais, c'est ça. Exactement. Ouais. Alors que c'est pas l'image que j'ai envie qu'ils aient de moi, etc. etc. Tu vois, moi, j'allais vraiment la folie dans ma tête, aller jusqu'à, en gros, tu vois, il y a une fois, par exemple, je sortais du train, et quand je sortais du train chez moi, tu avais une petite côte
où du coup, quand il faisait chaud, machin, je pouvais genre transpirer et tout. Et je me souviens très bien, il y avait une fois, il y avait des personnes qui marchaient devant moi. Et je me dis, ok, je veux pas les dépasser parce que je veux pas qu'elles me voient comme ça, parce que je veux pas qu'elles puissent avoir une pensée, en gros, un peu genre, ah, lui, regarde, il transpire. Et c'était des gens que tu connaissais ou pas? Non, pas du tout. Ah, d'accord. Ah oui, d'accord. Ah, non, oui. mais je te dis, vraiment, l'obsession du regard des autres, tu vois. L'obsession du contrôle de ce que tu renvoies et ce que les autres pensent de toi. Des gens que je ne recroiserai plus jamais de ma vie, sûrement. Tu vois. Mais il fallait pas que je les dépasse parce que je respirais un peu fort et parce que je transpirais et parce que au cas où tu sais pas que, enfin vraiment. Et aujourd'hui, tu te sens justement libéré de complètement, de ça. complètement. Moi, ça dépend des moments. Tu vois, quand je suis un peu fatigué encore ou que ça va pas trop. Tu sens les vieux trucs ça qui reviennent. rejaillit un peu. Mais sinon, complètement. Et ça, c'est assez fou pour le coup. On aime bien sur ce format les décisions radicales qui sont passées. Et justement, toi, t'en as fait une belle, puisque après avoir fait de la philo, après avoir fait du conseil, enfin une école de commerce, puis du conseil, puis un burn-out, tu as décidé de changer de nouveau de cursus. Oui. Et maintenant, tu te lances dans quoi? Et maintenant, je fais des études pour devenir kiné. D'accord. Voilà. Et en plus, c'est changement radical dans le sens où j'ai aussi déménagé, changé complètement de vie. Complètement. Voilà, c'est-à-dire qu'avant, on habitait dans un appartement en région parisienne, maintenant, on habite dans le sud-ouest, dans la campagne. Quoi. Ouais, t'es revenu dans les racines sud-ouest. Exactement. Donc, c'est... Comment ça se fait que tu as voulu... Alors, ce qui est très étonnant, c'est que tous ceux qui te connaissent trouvent ce choix tout à fait cohérent. Oui, c'est vrai. En plus, mais on n'aurait pas pu le soupçonner avant que tu le fasses, ce choix-là. Qu'est-ce qui t'a fait te dire, allez, kiné? C'est vrai que c'est marrant parce que à chaque fois, les gens qui me connaissent, comme tu dis, je leur disais, bah, je vais être kiné, qui me disaient, ah mais bien sûr. Mais c'est évident. Alors que moi, jamais j'avais pensé. C'était fou quand même. Tout le monde me disait, ouais, c'est normal. Enfin, ça paraissait tomber sous le sens, quoi. Enfin, comme tu dis, c'est ça, c'est logique. En même temps, on n'aurait pas pu y penser. Ce qui est très drôle, c'est que quand j'en ai parlé à ma femme, elle m'a dit, bah oui, quand tu es rentré en école de commerce, tu m'as dit, de toute façon, à 50 ans, j'arrêterai, je deviendrai ostéo. Ah ouais. J'avais oublié ça en plus. Ah ouais. C'est elle qui me l'a rappelé. C'est très drôle en fait, parce que j'avais comme si mon intelligence, tu vois, avait déjà ancré et que bon, de toute façon, ce truc-là, c'est pas fait pour toi. Donc commence déjà à réfléchir à un truc après, quoi, tu vois. Moi, j'ai le souvenir de toi après ton burn-out, qui faisait pas mal de séances d'ostéo. Oui, tout à fait. Ou alors de kiné, je sais pas. En fait, il se trouve que dans le kiné, ça vient après. En fait, il se trouve que je te disais tout à l'heure que ça allait avoir de l'importance. Mon médecin traitant avait pas souvent de la place rapidement. Et elle travaillait avec un autre médecin. Et en gros, c'était si t'as pas de la place avec l'un, tu vas avec l'autre. Donc j'ai été allé avec lui pour me faire arrêter. Et le courant était pas trop passé. Tout ça pour dire qu'en gros, le professionnel de santé qui m'avait un peu plus suivi, tu vois, et à qui je m'étais plus confié, c'était mon ostéo, avec qui j'avais une super relation. Et je ne dis pas dire que j'y allais souvent, mais j'y allais quand j'avais beaucoup de maux de dos à l'époque. Et du coup, j'y allais de temps en temps. Et il se trouve qu'après mon burn-out, j'avais mal un peu partout. Et du coup, je me suis dit, il faut que j'aille chez l'ostéo. Et on s'entendait très bien. Et du coup, j'y suis allé très souvent. J'y suis allé au moins, j'y suis allé souvent. J'y suis allé au moins 6 ou 7 fois, je pense. En 6 mois, tu vois, c'était beaucoup. Mais parce que ça me faisait du bien aussi, tu vois, moralement, tu vois, de pouvoir parler avec quelqu'un qui était super chouette. Et donc, c'est un peu plus elle qui m'a suivi, qui a fait un peu le suivi, entre guillemets. Qui me disait, ah bah du coup c'est bien que vous voyez une psy, machin, tu vois, un peu le rôle du médecin traitant, mais tenu par l'ostéo. Ce qui n'est pas du tout le rôle d'un ostéo normalement, c'est le médecin traitant. C'est clair, oui, bien sûr. Je le redis, parce que maintenant que je suis en santé, je préfère. On classifie bien les compétences. Non, c'est surtout, je préfère ne pas véhiculer de trucs un peu border, tu vois. Oui, c'est clair. Voilà, c'est le rôle de coordination des soins, c'est le médecin traitant. Voilà. Ça c'est dit. Ensuite, pourquoi la kiné? Moi, je viens d'une famille de médecins. C'est-à-dire que j'ai 2 parents médecins, j'ai un frère qui est médecin, j'ai 2 grands-parents médecins, ma femme est psychomotricienne, j'ai une tante qui est psychomotricienne, j'ai une tante qui est pédopsychiatre, un oncle qui est psychiatre. Et donc il y a 3 générations de médecins dans ma famille, donc c'est une famille de la santé, tu vois. Et comme les familles de militaires, les familles de médecins, c'est une culture très particulière. Déjà, tu as un rapport à la mort, à la souffrance et du coup un humour qui est spécial que les gens comprennent pas trop. En plus, moi, mon père est réanimateur, si tu veux, donc tu es forcément obligé d'avoir une distance sur la vie. Enfin, tu le connais un peu. Surtout, je me souviens d'un jour, il m'amenait en voiture. Je faisais une conférence là où il était. Tout à fait. Et puis, il y a un cycliste qui s'est mangé une bagnole juste devant nous. Et
était étonné du flegme. Oui, bah oui. C'est-à-dire qu'il s'est posé sur le côté, il a dit bon, on va aller voir. C'était vraiment tranquille. Ah mais oui. Je me suis dit oh là là. Et moi, si tu veux, mon enfance, ça a été ça. Ça a été, alors je dirais pas chaque retour de vacances, mais tu te souviens, quand on était petit, il y avait beaucoup plus souvent des accidents sur la route. Hein. Ouais. De fait, sûr, ça a beaucoup diminué. Mais moi, à chaque fois, on s'arrêtait. Il y a des fois, on est resté genre 4 heures. Ouais. Nous, dans la bagnole, papa qui était avec les pompiers en attendant le SAMU et tout, tu vois. Ouais. Parce que c'est son métier. Ouais. Et il y a une fois très drôle, je pense que c'est à peu près au même endroit que tu as été avec lui, où on arrive et pareil, il y a un cycliste qui s'est fait cartonner par une voiture et du coup, il s'arrête, il va voir et en fait, il revient avec du sang partout. Ouais. Donc, il avait du sang sur son jean, sur sa chemise et tout. Et après, on devait s'arrêter pour prendre de l'essence. Normal. Donc, le tir en c'est normal, oui. Donc tu vas sortir de la bagnole avec du sang partout à faire le plein d'essence. Bonsoir, monsieur, dame. C'est trop drôle. Enfin, bref. Donc famille de la santé. Famille de la santé et donc culture familiale très forte. Ouais. Donc 3 générations en plus. Donc tu vois, il y a vraiment une culture familiale très forte, un rapport à la vie. Enfin, c'est le principe de la culture, tu vois, c'est que ça détermine ton rapport au réel. Et donc, moi, il y a vraiment ça qui est ancré en moi, tu vois. Ça peut paraître bizarre pour beaucoup de gens, mais j'adore les hôpitaux. Ouais, je comprends. Voilà, parce que moi, mon père, quand il était de garde le week-end, on allait prendre l'apéro dans son service. Ouais. Et donc, du coup, j'allais je sais pas, dans les hôpitaux 1 ou 2 fois par mois, tu vois. Ouais. Et depuis mes 5 ans. C'est drôle parce que tout à l'heure. J'adore ça. Tout à l'heure, tu nous disais que tu étais en stage en hôpital. Oui, je suis en stage à l'hôpital. Et j'adore ça. En fait, ça appelle aussi un truc en moi qui est j'adore voir l'envers du décor. Ouais. Ouais, je comprends. Tu vois, notamment dans un hôpital, dans un lieu qui reçoit du public comme l'hôpital, j'aime bien être de l'autre côté, tu vois, voir comment ça marche et tout. Ça, c'est quelque chose qui j'aime beaucoup. Et donc, du coup, j'ai cette culture-là. Il y a 2 marqueurs. Il y a le confinement, où avec ma femme, on venait d'avoir notre premier enfant, et on se dit, ok, il faut qu'on quitte la région parisienne. Ouais. Avec un enfant, on habitait dans 39 mètres carrés. Ah oui. Ouais. On habitait dans 39 mètres carrés, autant dire que ma fille, elle dormait 1 heure cumulée dans la journée, je pense, à l'époque. Ouais. Voilà, il y en aurait un de nous 3 qui aurait fini dehors. Sûrement, je sais pas qui, mais ça aurait pas été possible. Donc on a de la chance d'être chez mes parents pour le premier confinement. Et donc du coup d'être au grand air, etc. Et on se dit, ok, la région parisienne, c'est fini, il faut qu'on bouge. Ouais. Juste après, on déménage de Paris à Saint-Cloud. Donc on gagne un peu d'espace, c'est un peu plus à l'écart de la vie, etc. Donc c'est déjà une première étape, mais on a toujours cette idée-là. Arrive mon burn-out, où je me dis, ok, il faut que je change de métier. Ouais. Parce que ça montre que c'est plus possible, quoi. Ouais. Et du coup, je me dis, bon, bah ok, qu'est-ce que je sais faire ? Tu as fait une formation la plus généraliste possible. J'avoue, ce que tu disais justement avant, c'était j'ai la compétence. Voilà. Quand on m'a demandé une production, j'ai donné un mémoire de Descartes. Voilà. J'ai fait de la philo, qui est une formation généraliste par excellence. Ouais. En plus, j'ai fait histoire de la philo, qui est le truc le plus généraliste dans la philo. J'ai fait une école de management, qui est le truc très généraliste. Ouais. J'ai fait la spécialisation, qui est une non-spécialisation. La spécialisation, c'était organisation, stratégie et conseil. Le conseil, c'est un truc où tu es le généraliste. J'adore ce genre d'intitulé. C'est-à-dire, tu peux mettre lecture et puis. Et c'est vraiment, du coup, tu te dis, ok, qu'est-ce que je sais faire ? Bah, un peu tout et un peu rien. Ouais, c'est surtout beaucoup rien. C'est ça. Du coup, je sais faire un peu de tout. Quelles compétences je peux mettre en avant ? Bah, je suis débrouillard, quoi. En fait, c'était un peu ça. C'était, donnez-moi un truc, je sais que je vais me démerder pour en faire quelque chose de bien. Je sais que j'y arriverai un peu, tu vois, je vais galérer, machin, mais je sais qu'à la fin, ça va marcher parce que c'était ce que j'ai appris à faire. Ouais. En fait, j'ai appris à démerder des trucs. Tu vois, moi, dans mes missions, j'ai fait une 30aine de missions en 7 ans, là, dans mon cabinet, et j'ai fait de tout, tu vois, j'ai fait des accompagnements, des mises en conformité RGPD, des plans stratégiques, des réorganisations pour des boîtes de 5000 personnes. J'ai fait une mission, celle dont je te parlais là pour les ateliers de travail, machin, à un moment de burn-out, c'était sur la gestion des événements de grande ampleur pour des assureurs habitation. C'est un truc hyper pointu. C'est clair. Ça me donne pas du tout envie, moi. Franchement, c'était passionnant en plus. Ah oui. Mais c'était en gros comment faire en sorte que 5 personnes, acteurs différents, mettent en place des procédures d'urgence pour gérer en gros, quand tu as une tempête, par exemple. Ouais, d'accord. Donc c'était hyper intéressant, mais c'est archi pointu. Ouais. Donc en gros, tu sais un peu tout faire. Et en même temps, tu es spécialiste de rien. Et donc, ça, à part dans le conseil, personne ne recherche ce genre de profil, tu vois. Et donc, c'est très compliqué à vendre. En plus, j'étais jeune. On dit souvent, tu vois, que dans le conseil, 1 année d'expérience vaut 2 ans dans une vraie entreprise. Ouais. Donc, souvent, les gens qui sont des gros cabinets de conseil, ils font 2-3 ans en conseil et après, ils accèdent tout de suite à un poste de manager dans une entreprise et c'est assez admis, tu vois. Ça m'a bien. Sauf que moi, j'étais du coup très jeune, parce que j'ai commencé à bosser à 21 ans, donc assez jeune. J'étais
très bien payé pour mon âge. Et du coup, en fait, il y avait toujours un truc de t'es pas assez opérationnel, ou t'es pas assez ça, ou t'es trop cher, ou t'es un peu trop jeune pour les postes auxquels je pouvais postuler. Donc, j'ai fait beaucoup d'entretiens, j'ai cherché plein de trucs, et ça matchait jamais pour tout un tas de raisons, tu vois. Et donc, j'ai cherché pendant à peu près 1 an et demi. Ah ouais. Ah Ouais, ouais. j'ai passé plein d'entretiens. Ça s'affinait au fur et à mesure, tu vois. Ouais. Petit à petit, j'ai compris que je voulais plus faire du conseil. Je suis allé jusqu'à accepter un poste de consultant dans un autre cabinet en province, tu vois. Surtout que je cherchais en province en plus. Moi, je fais du conseil de direction générale, donc c'est très parisien. Ouais. Je faisais de l'assurance, très parisien. Donc en gros, c'était pour trouver c'était compliqué, quoi. Ouais. C'était très compliqué. J'ai passé plein d'entretiens pour du conseil ou pour du pas conseil. Les seuls qui me voulaient, c'était du conseil. Donc au bout d'un moment, j'ai failli accepter un poste à Lyon ou à Toulouse. Ah, je me souviens de Lyon. Ouais. Ouais, je me souviens. Et j'ai annulé au dernier moment, pour le coup. Au dernier moment, ils allaient me faire une offre. J'avais passé 5 tours d'entretien. Ouais. Et je pense qu'ils allaient me faire une offre. Et j'ai appelé le recruteur. Et j'ai dit, bon, en fait, j'arrête. Ouais. Je ne veux plus faire du conseil. Donc bon. Et finalement, après la naissance de mon deuxième enfant, je me fais une grosse entorse à la cheville. Je commence de la kiné. Ouais. Avec un kiné qui est aujourd'hui un pote, tu vois, qui est une des personnes responsables pour laquelle je fais ce métier. Enfin, j'apprends ce métier aujourd'hui. Et en fait, je me souviens très bien, je sors de ma première séance de kiné en me disant putain, en fait, ce métier est incroyable. Et en fait, ça rejoignait ce sur quoi j'avais pas forcément mis des mots jusqu'à présent, mais ça rejoignait ce que je cherchais dans mon futur métier. Ah ouais, je trouve ça génial. Donc c'est parce que tu t'es fait mal. Ouais, exactement. Et en plus, si tu veux, le petit clin d'œil, c'était, je me suis fait mon entorse de cheville un dimanche matin en sortant dans l'escalier pour aller à la messe. Ah, j'adore. Ce qui est génial. C'est très drôle, tu vois. Il y a dû avoir beaucoup de jurons te connaissant. Ah non, parce que j'avais hyper mal. Ah, et quand t'as très mal, tu jures pas? Ah si, mais là, c'était vraiment... en fait, il y avait mon père qui... En gros, je suis dans les escaliers chez moi, j'ai la poussette. Je dors plus beaucoup. Hein. Ah mais si, je me souviens. Ouais, j'ai la poussette dans un bras et ma fille dans l'autre, qui a 2 ans à l'époque. Je loupe une marche, je me fais une entorse. Et du coup... Tu te dis, c'est ma fille ou c'est moi, quoi. Voilà. Ah ouais. Et donc, du coup, en fait, je fais un pas de 5 marches. Avec une... Ça ne marche pas. En gros, je loupe la marche et du coup, je fais un pas de 5 marches. Et en fait, il se trouve que du coup, ma fille est comme ça. Et donc, pour la protéger, je me retourne. Ah oui. Et donc, je mets le pied sur lequel je me suis fait l'entorse par terre en appui hyper fort. Ouais. Donc, je me déglingue. Ouais. Et en fait, ma fille, elle va valdinguer un peu plus loin, mais tu vois, je suis pas retombé dessus. Ouais. Donc, je me suis ramassé la tronche. J'ai eu super mal, vraiment. J'ai pas pu marcher pendant une semaine après. Ouais. Donc, c'était très compliqué. Donc, la rééduque a été très longue après. Moi, j'étais content parce que j'aimais bien la kiné. Ouais. Voilà. Et tout ça pour dire que, en gros, je sors de cette séance, je me dis, c'est génial. J'ai pas le truc de, ok, je veux faire ça, c'est ça mon nouveau métier. Ouais. Mais je me dis, c'est génial. En fait, je cherchais intuitivement un métier qui soit intellectuel. Donc, avec une. Là, tu vois, la kiné, dimension scientifique, tu vois, le raisonnement clinique, etc., le bilan, le diagnostic et tout. Relationnel, très important pour moi, l'humain, centré sur la personne, surtout. Et le côté. J'avais compris avec mon burn-out qu'en fait, il ne fallait pas que je fasse un métier que intellectuel. Parce que moi qui suis déjà trop intellectuel de base, j'avais besoin en gros d'un truc concret qui me sorte de ma tête, qui soit un peu une voie de salut pour moi, tu vois. Et donc, le kiné, c'est même un quatuor, tu vois. En gros, tu as la dimension intellectuelle, la dimension corporelle, avec le fait que tu touches les gens, et tu as le rapport au corps, parce que c'est ton objet d'étude, la dimension relationnelle, et en plus dans l'univers de la santé. Et donc, c'était jackpot, quoi, en fait. Parce que j'avais, tu vois, dans les trucs, les entretiens que je passais, j'essayais un peu des startups dans la santé, tu vois, ce genre de... J'avais cette intuition de j'aimerais bosser dans la santé, mais tu vois, je n'envisageais que côté business. Et en fait, la kiné, je me suis dit, c'est génial, c'est vraiment, tu vois, c'est tout ce que je cherchais en un métier. Et petit à petit, je me suis dit, pourquoi je pourrais pas le faire? Donc je me suis renseigné, j'ai vu qu'il y avait une passerelle qui était ouverte à tout autre professionnel de santé, ou bien quelqu'un qui a un master. Master de... Non, je l'ai pas. Ah non, mais non. J'ai le M1, j'ai la maîtrise. Je suis maître, mais pas masterisé. L'école de commerce de commerce. Oui, tout à fait. J'ai que ma maîtrise, il faut que je le finisse un jour, mon master. Et ça te fait rentrer à quel endroit? Tu loupes la première année de médecine. En gros, kiné, normalement, c'est... En fait. Exactement, tu loupes le concours de médecine. Okay. Donc, ce qui est cool. Tu vois, parce que c'était aussi une des raisons pour laquelle j'avais pas voulu faire médecine, c'était pour pas faire la première année. C'est toutes les années où tu dois bosser beaucoup, moi, c'était pas avec l'impératif de sortir de Paris. Ah, moi, c'était mon impératif. D'accord. Okay. Sachant qu'il y a une 50aine d'écoles de kiné à peu près en France, 40-50 je crois, et il y en a 6 ou 7 qui sont à Paris, tu vois, en région parisienne. Ah vache, oui, d'accord. Donc, en gros, moi, je voulais aller soit dans le sud-ouest, soit dans l'ouest, parce qu'on a pas mal d'amis qui sont là-bas, soit voilà. Ouais, donc, en gros, j'ai candidaté à 6 écoles. Non, il y a d'abord, tu vois, dans le processus, j'en parle à ma femme, qui me dit, mais bien sûr que oui. Elle a été beaucoup plus motivée que moi dès le début, quoi. Ouais. Donc c'est aussi grâce à ça que j'ai pris la décision de OK, on le fait. D'accord. En gros, j'ai dit OK, on le fait. J'ai candidaté à 6 écoles.
je voulais absolument celle là où je suis aujourd'hui. Toutes m'ont refusé sauf celle-ci. Et je me souviens de ton père, moi, qui me disait, je lui disais, mais ouais, c'est chaud quand même comme concours, parce qu'en fait, c'est un entretien, c'est ça? En fait, c'est un concours dans le sens où il y a beaucoup de personnes pour peu, il y a beaucoup d'appelés mais peu d'élus. Ouais. Et mais en gros, c'est CV, lettre de motivation, puis entretien. Ouais, c'est ça. Et tu vois, moi, dans mon école, l'année où je l'ai passé, il y avait eu à peu près 150 candidatures, 8 sélectionnées à l'oral et 2 pris au final. Ouais, c'est ça. Donc c'est quand même très... 2 sur 150, on est En pas fait, sur un bon ratio. J'adore dire ça à mes camarades de classe aujourd'hui, c'est que statistiquement, j'ai moins de chances que d'être pris qui font médecine. Ouais. Oui, c'est ça. Faut pas leur dire, ça les énerve beaucoup. Ça peut mais les agacer, c'est vrai, tu vois, comprendre. statistiquement, il y a très peu de chances, tu vois. Ouais. Et en plus, moi, j'étais vraiment... en plus, l'école où je suis aujourd'hui, c'est celle qui donnait les réponses le plus tard. J'ai été sélectionné à l'oral, c'était la seule école où j'étais sélectionné à l'oral. Et en gros, il y avait 2 admis et 2 listes complémentaires. J'étais 2e sur la liste complémentaire. Donc il fallait que les 2 personnes du dessus se désistent pour que je sois pris. Ce qui s'est passé. Donc voilà, en gros, je cherche pendant 2 ans, je découvre un truc génial qui répond à tout. Je me dis, pourquoi on n'irait pas? Je prends la décision un peu folle de dire, ok, on y va. Ouais. Ma femme me soutient à 200%. C'est ça qui fait que je pense que j'ai le courage de passer le pas. Après, j'ai le courage de prendre la décision de dire « Ok, c'est bon, je vais faire ça ». Et là, c'est 1 an de préparation. En gros, là, je prends la décision, je pense, en juin-juillet 2022. Et j'ai ma réponse de « Je suis pris » le 28 juin 2023. D'accord, ok. Voilà. J'ai ma rentrée le 2 septembre. C'est-à-dire qu'en gros, j'ai 2 mois où il faut que je déménage, je refasse une vie, etc. Heureusement, j'avais bien anticipé. Oui. Du coup, j'avais tout préparé pour pouvoir appuyer sur le bouton et enclencher plein de choses au moment où j'aurai la réponse. Mais ça a quand même été un peu chaud. Je veux dire que le jour où on est arrivé, on a rendu notre appartement fin juillet avec ma femme et on a tout mis chez mes parents qui habitent maintenant à 1h30 de chez nous. Et le jour où on est arrivé avec notre camion chez mes parents, on a fait 1200 bornes. Non, on a fait 800 bornes, pardon, j'ai amplifié un peu. Et on est arrivé, on a dit, bon, bah, toute notre vie est dans ce camion, on n'a pas encore de maison. Voilà. Oh mon Dieu. Et là, on s'est dit, le soir, on s'est couché, on a dit, on est fous quand même, franchement. Et aujourd'hui, tu vois, la conclusion de ça, c'est que... Justement, j'allais te dire, ça fait 1 an là que aujourd'hui, la conclusion de ça, c'est que chaque jour, je sais que j'ai fait le bon choix pour ma vie. Ah ouais. Voilà. T'es heureux à chaque fois d'y aller vraiment, et tu vois, toi, pour que ça va te parler, c'est que agir comme ça, c'est ça qui fait que je suis heureux. Bon, bah ouais. Et voilà, et tu vois, ça c'est fou. En fait, dans tous les trucs que j'avais fait, tu vois, pour trouver un peu ma voie professionnelle, etc., j'avais été accompagné par on pourrait dire un coach, mais c'est pas vraiment ça, qui m'a dit, en gros, il y a 3 marqueurs pour voir si tu es heureux dans ton boulot ou si c'est fait pour toi. C'est, est-ce que c'est facile? Moi, c'était facile mon boulot avant. Enfin, c'était pas facile, mais c'était plus ou moins facile. Est-ce que c'est réussi objectivement? Moi, c'était réussi objectivement. Et est-ce que ça te procure de la satisfaction? Est-ce que ça te donne de l'énergie? Ben moi, ça me donnait pas de l'énergie. Oui, je me suis rendu compte après. Ça, c'est un pied de nez. Non, mais en gros, moi, ça me pompait une énergie de malade. Et tu vois, le truc qui est fou, c'est que le monde de l'entreprise, moi, je ne connais absolument pas. C'est-à-dire qu'avant, je me souviens très bien, quand je passais mes euros pour les écoles de commerce, j'avais appris les noms des différents services d'une entreprise, etc. Ouais. Moi, c'est pas du tout naturel. Moi, je viens d'une famille des hôpitaux, quoi. La santé, les hôpitaux. Et chaque nouvelle mission était une angoisse pour moi de devoir réapprendre des trucs et ça c'était pas du tout naturel. Là aujourd'hui, à chaque fois que je mets le pied dans un cabinet de kiné, dans un centre de rééducation, dans un hôpital, je me sens à ma place et je me sens chez moi. Tu es dans ta maison. Et je suis, tu vois, c'est naturel, tout est naturel. Tu vois, j'ai fait, tu le sais très bien, moi je suis passionné par une question qu'Aristote traite au livre 4 de la physique, qui est la question du lieu, la question du lieu propre. C'est incroyable le lieu. Moi je trouve que c'est magnifique en fait comme concept. C'est pas le livre 6 Non, c'est le livre 4. Non, c'est livre 4. Ok, d'accord. Le lieu et le temps. Oui. Et en fait, il a une définition du lieu en disant, voilà, le lieu propre d'une chose, c'est là où la chose peut réaliser l'ensemble de ses potentialités naturelles. Et être au repos, non? C'est pas le lieu du repos. Ça, exactement. Ouais. Mais le repos, tu sais, chez Aristote, c'est pas un repos. C'est la finalité. C'est l'énergia, en fait. Oui, tout à fait. Et le fait de t'entendre dire justement que tout est naturel, entre guillemets, c'est ton lieu propre. C'est ça qui est fou, en fait. Franchement, c'est... Et tu vois, moi, j'étais très traversé dans ma recherche de travail par le côté transmission culturelle. Tu le sais, on en a parlé plusieurs fois ensemble. La question de la culture. C'est quelque chose qui, je pense, est une question essentielle pour notre temps aujourd'hui, tu vois. Et au-delà de la culture, le pays, aussi la culture familiale, tu vois. Bien sûr. J'étais assez fasciné, tu vois, par les
les gens qui te disent en gros c'est boulanger depuis 1860 ou je sais pas quoi, Ouais. tu vois. Et moi, tu vois, c'est là où je me suis dit, en fait, 3 générations de médecins dans une famille, c'est pas anodin, tu vois. C'est une famille de la santé. Et ma femme, elle est dans un métier de la santé, tu vois. Et au final, c'est pas anodin tout ça. Il y a des choses vraiment qui se transmettent. Ouais. Je suis très touché par la transmission, tu vois, l'enracinement. Et c'est quelque chose aussi qui répondait à ça. Et aujourd'hui, vraiment, je suis dans le lieu physique, les terres, le sud-ouest, là où je voulais être, où je voulais m'enraciner, où je voulais enraciner ma famille. Ouais. Et je suis dans le domaine professionnel où je pense je peux le plus m'enraciner pour rejaillir après. Je te dis, chaque jour, je sais que j'ai fait le bon choix pour ma vie. Si tu avais un conseil à donner Oui. aux personnes qui regardent cette vidéo, ce serait quoi? Je suis pas trop fan, moi, des conseils. Tu vois, des grands conseils. Non, mais ouais. je suis pas trop fan des grands conseils de vie, genre il faut faire ça ou faites pas ça ou machin. Parce que pour moi, un conseil, tu vois, j'ai fait ce métier-là pendant C'est 7 pour ans. ça. Donc je sais qu'un conseil, en gros, C'est il est adapté à la adapté à une situation. personne dans une situation précise. Et tu vois, c'est le principe de la composition, quoi, en gros. Et donc, mais par contre, s'il y a un conseil, après avoir dit ça, et ça va avec là, c'est en gros pour moi le conseil, c'est suivre le réel, quoi. Ouais. C'est la réalité en fait. C'est embrasser le réel et voir la réalité en face telle qu'elle est, quoi. Ouais. Et pas à travers, je vais dire des trucs très clichés de vieux cons, mais pas à travers les réseaux, pas à travers les écrans, pas à travers machin, pas à travers nos propres idées. Ouais, c'est vraiment regarder la réalité en face parce qu'elle est belle surtout en fait. Ouais. Et ça qui est fou, moi tu vois, tu le sais, je suis un passionné des balades dans la campagne ou à la montagne et des paysages, je peux avoir des extases devant des paysages et tout, mais c'est vraiment le réel. En fait, on est fait pour le réel, quoi. Donc c'est regarder le réel en face, quoi. Voilà. J'aime bien, le philosophe que je suis apprécie. Ah bah, on a la même formation. Oui, donc, non, mais moi ça me parle beaucoup. Voilà. Il y a une petite tradition, c'est de terminer par un livre. Alors tu m'as demandé si ça pouvait être autre chose qu'un livre. Finalement, j'ai pris des livres. Ah d'accord, Tout à très fait. bien. La somme de théologie. C'est vrai? Non. Oh punaise. 4 Bah, tomes, cela dit, oui, 4 il faudrait. tomes de 1250 pages. Cela dit, il faudrait. Mais oui, non. Non, mais en fait, Non, j'en ai 2. une œuvre culturelle, Ouais. voilà, qui te. Il y en a une, alors c'est plus le côté catho qui parle, mais ça peut s'adresser à des non-catho, c'est le Père Elijah. Je ne sais pas si tu l'as vu. Une apocalypse. Ouais, tout à Ouais. fait, de Michael O'Brien. Ouais. Qui, Un moi, est Canadien, un livre ouais. qui m'a, je dirais pas retourné, mais qui m'a bouleversé dans le bon sens, qui m'a transcendé vraiment. Notamment, il y a une phrase, un passage avec le comte Oslek là, qui est bouleversant, franchement. Et donc ça, je recommande à toutes les gens qui croient ou qui ne croient pas. C'est très bien dans la description. Mais surtout les croyants, pour le coup, les cathos, vraiment lisez-le parce que c'est assez bouleversant comme livre. Ouais. Et le deuxième, c'est Les Trois Mousquetaires. Globalement, De Dumas de Dumas, ou même Le Comte de Monte Cristo. Oh, là, vous êtes deux à me faire. Luc, je sais aussi, mais j'y ai pensé quand il a dit, lui il a dit le conte, moi je dis plutôt Les Trois Mousquetaires. Ouais. C'est un livre qui est génial, quoi. Mais tu sais que lui il préfère Les Trois Mousquetaires. Vraiment, c'est son. Je le trouve fou. Enfin, franchement, c'est trop cool, quoi. Ouais, c'est vraiment le roman d'aventure par excellence, quoi. C'est incroyable. C'est bien écrit en plus. Ouais. Ou sinon, tu as. Alors, je vais dire globalement l'œuvre de Balzac, mais c'est pas ça. Mais moi, tu vois, j'ai peu lu dans ma vie. Je suis pas un grand lecteur. Et tu vois, j'ai réussi une maîtrise de philo sans jamais foutre les pieds dans une bibliothèque en lisant, je pense, un livre en entier. Mais il y a peu de livres que j'ai lus, et dans les livres qui m'ont marqué, Le Père Goriot de Balzac, et je terminerai aussi par le film Illusion perdue, adapté de l'œuvre de Balzac, est incroyable. D'accord. Voilà. Donc globalement, le Père Elijah ou la littérature du 19e siècle. C'est comme avec Jean-Baptiste Noé, on se retrouve avec 7 trucs possibles. Non, vraiment, c'est Dumas, vraiment, c'est fou. Bah, merci beaucoup en tout cas. Merci Mathias, à toi pour cet entretien, cette interview. N'hésitez pas à poser vos questions en commentaire. Elles seront transmises à Mathias et puis Mathias, tu pourras répondre. Alors, il faut savoir que Mathias a un petit rôle dans la communauté YouTube, puisque c'est quelqu'un qui me soutient depuis très longtemps. Et donc je te remercie déjà aussi je t'en prie, écoute, devant tout le monde. Et vu que la poule est en train d'arriver, eh bien c'est le signe pour nous de terminer. Merci beaucoup. Je t'en prie. Abonne-toi, FMP, il est beau, il est gentil, il peut te faire marrer. Abonne-toi, FMP, on the road, baby, si fricounet, la philosophie, sans bobo avec des colibris. Abonne-toi, FMP. Abonne-toi, FMP. Abonne-toi, FMP. Si tu le fais pas, continue de chanter. Ne te fais pas prier si tu veux commenter. Laisse un j'aime si tu veux l'encourager.
Et si tu veux faire grandir la communauté, t'as qu'à partager à ta maman, ton frère ou ton pépé. Abonne-toi FMP. Abonne-toi FMP. Abonne-toi FMP. Si tu le fais pas, continue de chanter. Ne te fais pas prier si tu veux commenter. Laisse un j'aime si tu veux l'encourager. Et si tu veux faire grandir la communauté, t'as qu'à partager à ta maman, ton frère ou ton pépé. Abonne-toi FMP. Abonne-toi FMP. Abonne-toi FMP. Si tu le fais pas, continue de chanter. Ne te fais pas prier si tu veux commenter. Laisse un j'aime si tu veux l'encourager. Et si tu veux faire grandir la communauté,